Je vais commencer par prendre une photo. Alors, rassurez-vous. Non, mais je vais m'expliquer quand même. C'est vous les stars. Ouais, mais non, mais voilà, une photo de l'amphi qui est plein à craquer. Déjà parce que ça reflète le succès de l'événement et les efforts qui ont été mis par l'organisation pour attirer. Donc bravo. Deuxième élément, ce sera peut-être quelque chose que je pourrais utiliser pour négocier l'agrandissement de l'amphi dans un futur proche, on ne sait pas. Donc merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. C'est un grand moment, c'est un moment qu'on reconduit chaque année parce que c'est à chaque fois un grand succès. Et preuve en est, on a toujours de plus en plus de personnes qui viennent. Et c'est un moment aussi qui est important pour nous parce que ça fit bien avec la stratégie de l'IAE qui est de se connecter avec ces écosystèmes. Donc on aime à accueillir des professionnels le plus régulièrement possible. On aime à se connecter avec nos anciens. Donc je fais la transition avec un plan qu'on a mis en place depuis 1 an, mais c'est un petit peu plus ancien que ça, mais pour renforcer notre connexion avec nos anciens. On est dans une période qui est de plus en plus anxiogène, une période dans laquelle je pense que vos métiers sont fortement impactés. Et de plus en plus, et d'où la thématique de ce soir qui, à mon avis, est particulièrement pertinente. Mais c'est un environnement qui nous amène à être confrontés à de plus en plus de transitions. Et une grosse partie de la stratégie de l'IAE, c'est d'arriver à former nos jeunes et nos moins jeunes pour qu'ils arrivent à faire face aux différentes transitions de manière la plus douce possible. Et un des plans qu'on a mis en place récemment, comme je disais, pour faire face à ces transitions, c'est un accompagnement de nos jeunes alumni pour que leurs insertions dans le monde professionnel ou leur transition de carrière soient les plus réussies possibles. Et donc là, on va organiser la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine encore après, des meetings à Paris, à Marseille et à Aix. Pour se rapprocher de nos alumni, garder le contact évidemment, mais également les faire se rencontrer, les faire bénéficier d'opportunités professionnelles et garder le contact. Cette initiative-là, elle est connectée avec d'autres initiatives qui visent à accompagner les premiers pas dans l'entreprise de nos anciens. Notamment des ateliers de négociation salariale, des coachings, ce genre d'initiatives qui nous permettent d'accompagner au mieux nos anciens. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des difficultés. Le taux d'insertion sont absolument exceptionnels, mais on a toujours besoin d'un petit coup de pouce et on a surtout pas envie de laisser des personnes de côté parce que quand on annonce 95% de taux de placement à 6 mois, c'est très bien, mais les 5%, ils font quoi? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Et si c'est pas volontaire, il faut qu'on soit là pour les accompagner. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour nous. Et dans cette dynamique-là, il y a aussi un travail important qui est fait sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a les chiffres qui ont été sortis il y a 1 semaine à peu près au niveau de la France. On n'est encore pas parfait et donc dans les logiques d'ateliers sur la négociation salariale, on prend vraiment un grand soin à essayer de gommer ces différences-là. C'était le premier thème de mon discours à la cérémonie de remise des diplômes. Je cherchais une thématique et je regardais les différences de salaire homme-femme et j'étais frappé parfois de voir 15% en sortie de diplôme pour des fresh graduates, des étudiants qui avaient quasiment aucune expérience. Donc il n'y a rien qui explique ça. En théorie, en théorie, il y a plein de raisons. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Mais en tout cas, une de nos missions, c'est vraiment d'essayer de gommer ce genre de différences qui sont inacceptables. Voilà, donc je vous laisse. On a un super panel qui va vous être présenté. On est vraiment hyper contents et je pense qu'il y a une diversité qui nourrira des débats très riches. J'ai un dîner d'affaires ce soir, donc je vais devoir vous quitter.
Et puis les personnes sont pressées parce qu'ils repartent un peu partout dans le monde. Mais j'aurais vraiment aimé être là et faire partie de cette belle cohorte. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Bonjour à tous, moi je suis Elisabeth Milon, donc je suis présidente de la DFCG Provence. Alors déjà, je vous remercie à tous d'être là. Alors l'année dernière, on avait 106 inscrits. Cette année, on a dépassé les 170, donc on est vraiment très contents. Alors moi, je tiens à remercier les organisateurs, donc Margit, Antoine Mussy, on l'applaudit fort, et Jean-Hugues Tantal. Je remercie également toutes les personnes qui ont animé les ateliers de cet après-midi, qui étaient vraiment aussi intéressants les uns que les autres, notamment la prochaine table ouverte qui va avoir lieu. Et j'en profite aussi pour vous dire que le 26 mars, nous avons un grand événement. Ça va se passer à la Citadelle. C'est le cabinet Deloitte qui l'organise. Ça va être sur la santé mentale. Alors, je vous invite à venir parce que c'est vraiment un lieu d'exception et avec des experts de haut niveau sur un thème intéressant. Voilà. Alors, comme les places sont limitées, donc je vous invite à vous inscrire rapidement. Voilà. À bientôt. Donc, bonjour à toutes et à tous. En tant que responsable du Master Contrôle de gestion ici à l'IAEDEX, je suis très ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette journée de contrôle de gestion. C'est un événement qui a été créé en 2015, donc nous avons aujourd'hui la 10e édition. Et voilà, ça démontre qu'il y a un vrai intérêt pour ces échanges entre professionnels, étudiants, intervenants et enseignants-chercheurs. Et en preuve de cet intérêt, la journée affiche complet, aussi bien pour les ateliers que pour la conférence ce soir. Donc c'est un très bon succès. En 10 ans, donc depuis 2015, en 10 éditions, le métier du contrôleur de gestion il a fortement évolué entre les tableaux de bord, le reporting extra-financier dont nous avons déjà parlé lors des éditions précédentes, puis maintenant les reportings automatisés, les prévisions avancées. Le métier évolue et avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de l'IA, on est peut-être au début des changements plus profonds du métier, mais c'est à discuter lors de la table ronde. En tant que responsable du programme, je voudrais dire quelques mots par rapport au master, parce que je pense que ce qui démontre les entreprises aujourd'hui, ce sont non seulement des personnes qui sont capables de gérer toutes ces données dont les entreprises disposent de plus en plus, mais également des professionnels qui sont capables de comprendre les chiffres, de prendre de recul et de piloter la performance. Donc, dans ce master, nous cherchons à former des business partners qui sont au cœur du pilotage de la performance. Le programme, il combine des fondamentaux en finance d'entreprise, contrôle de gestion, donc sur la gestion budgétaire, les normes IFRS, le diagnostic financier, enseigné en français et en anglais, mais également tous les outils qui sont indispensables maintenant à ce métier, donc Power BI, Excel VBA et SAP. J'ai presque fini, il ne reste plus grand-chose. Mais la qualité de ce programme est également reflétée par la qualité des intervenants. On a une super équipe des intervenants composée de 50% des professionnels, 50% des enseignants-chercheurs. Et cette qualité, elle est reflétée également par une reconnaissance dans le classement ETH Universal, parce que ce master, il est classé 2e au niveau national dans notre catégorie audit et contrôle de gestion. Au-delà de ces compétences techniques que nous enseignons dans ce master, le master s'inscrit dans la vision qui est portée par l'IAEDEX, qui est celui ou celle de l'humanistic leadership. Et on en a parlé dans plusieurs ateliers aujourd'hui, dans celui de cabinet ACE et l'atelier d'alumni, que ça prend de plus en plus d'importance avec l'arrivée de l'IA, pardon, j'ai fait toujours l'IAE, c'est pas pratique. Avec l'intelligence artificielle, disons comme cela. Donc, il est essentiel de former des professionnels responsables capables d'utiliser ces outils avec discernement, sens de responsabilité et une compréhension des enjeux humains. D'autant que nos diplômés, ils travaillent dans des postes
où nous avons besoin de ce type de qualité en tant que contrôleur de gestion, business partner, FP&A, analyste financier, analyste M&A, auditeur, consultant, et certains évoluent ensuite vers des fonctions de direction financière dans les petites entreprises comme dans les plus grandes. Parmi les plus connus, Airbus, CMA CGM, Ortec, LVMH, Chanel, ou encore des cabinets comme Deloitte qui sont également présents aujourd'hui lors de la table ronde. Donc, parmi les professionnels, si certains d'entre vous sont intéressés par des stagiaires, des alternants ou des futurs collaborateurs parmi les diplômés, n'hésitez pas à venir nous voir après lors du cocktail dînatoire. Donc, je remercie tous les intervenants des ateliers et de cette table ronde d'avoir accepté de partager leurs expériences et de leurs points de vue. Et je vous souhaite à tous une très belle conférence avec des bons échanges autour de cette question, comment l'IA peut s'intégrer de manière pertinente et durable dans le pilotage de la performance financière de demain. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je vais être bref, hein. Vous avez dit beaucoup de choses, mais c'est 10 ans déjà, cette journée du contrôle de gestion. Et moi, je tenais à remercier particulièrement Véronique Génin, qui nous a épaulés pendant ces 10 années. Bien sûr, merci à Margit, merci à mon ami Antoine pour l'organisation. C'est une co-organisation qui fonctionne maintenant très bien et qui va perdurer, j'espère, dans le temps. Je voulais aussi remercier sincèrement mes étudiants qui se sont occupés de la logistique, qui vous ont accueillis. Il ne faut pas les oublier. Et bien sûr, tous les intervenants et ceux de la table ronde de ce soir. Donc, place à la conférence. Donc, moi, je suis collègue d'Antonin, collègue de Margrit. Je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches ici à l'IAEDEX. Et Margrit m'a fait l'amitié de me proposer d'animer cette table ronde autour de ce panel exceptionnel que je présenterai dans une petite seconde. Je me permets aussi de faire une toute petite introduction, hein, histoire d'avoir une mini valeur ajoutée et puis après de bien évidemment vous passer la parole. Donc merci d'être tous présents à cette table ronde qui est consacrée à une question qui traverse aujourd'hui toutes les directions financières. Le contrôle de gestion augmenté est-il la formule gagnante pour l'entreprise de demain ? Il n'a jamais été vraiment un métier figé. En quelques décennies, passer des tableurs Excel à travers toutes les différentes plateformes dont vont nous parler nos invités. Et aujourd'hui, on se pose la question de l'intelligence artificielle. Chaque vague technologique a promis à peu près la même chose. Plus d'automatisation, plus de fiabilité, plus de temps pour l'analyse. Mais avec l'IA, la question semble changer d'échelle. L'IA promet non seulement d'automatiser le reporting, mais aussi de simuler des scénarios, détecter des anomalies, anticiper des écarts et assister la décision en temps réel. Autrement dit, elle pourrait transformer profondément le rôle de contrôleuse et contrôleur de gestion. Mais cette transformation soulève aussi plusieurs questions. Peut-on automatiser l'analyse sans fragiliser la compréhension du chiffre ? Peut-on également garantir la fiabilité des résultats produits par des modèles parfois opaques. Et surtout, l'IA renforce-t-elle le rôle du contrôleur et contrôleuse comme business partner stratégique, comme a mentionné Margit, ou risque-t-elle au contraire d'en déplacer les compétences et les responsabilités de nos étudiants à l'heure actuelle ? Pour éclairer ces questions, nous avons la chance ce soir de réunir des regards très complémentaires. Sur ma droite, des praticiens de la transformation digitale, des experts du pilotage de la performance, des chercheurs qui interrogent les effets organisationnels de l'IA, ainsi que la nouvelle génération de contrôleurs et surtout de contrôleuses de gestion. Hein? L'objectif de cette discussion n'est pas de trancher entre optimisme technologique et scepticisme, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que l'IA change réellement dans le pilotage de la performance et dans le métier de contrôleur et contrôleuse de gestion. Et peut-être aussi de répondre à une question simple, le contrôle de gestion augmentée est-il une révolution ou une rupture ou une évolution de plus dans l'histoire du métier ? Donc pour ce faire, je vais démarrer par passer la parole à notre premier invité, Armand Angeli. Armand Angeli est vice-président du groupe Transformation digitale et intelligence artificielle. Et Armand, nous sommes passés de l'Excel au robot logiciel, puis à l'IA générative et agentique. Est-ce qu'une évolution continue ou un changement de nature dans les organisations est représenté par ça ?
Si 95% des tests de faisabilité et de valeur ne produisent pas de retour sur investissement, où se situe l'erreur? S'agit-il de la technologie, de la data ou de l'organisation? C'est une question qui n'est pas liée à l'IA. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien sûr. Bien sûr. Tant qu'à faire, parce que les chaises sont là, donc... On voit qu'elles servent à quelque chose? Parce qu'en fait, comme on m'a dit que j'avais 1h30, c'est ça, hein, pour répondre à la question? Absolument, Donc, minimum. il faut que je m'assoie. Bon, en tout cas, merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci pour l'invitation. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai aussi fait l'IAE, mais c'était il y a quelques années en arrière. Et c'était en ville. Voilà. Mais bon, j'en ai que de bons souvenirs. Donc, merci encore de m'avoir invité. Donc, longue question. En fait, elle est très bonne parce qu'on confond un peu trop ce qu'est l'IA et on met l'IA à toutes les sauces, alors qu'il faut se rappeler un peu de l'historique. Et actuellement, le meilleur outil que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est Excel. Excel, c'est très bien. Voilà. Sauf que on a voulu automatiser certaines tâches qu'on fait là tous les jours sur nos claviers. Et donc, on va dire, il y a 10 ans, ben, on a inventé des macros logiciels qui s'appellent de la RPA, donc, qui faisaient que émuler ce qu'on fait actuellement sur nos claviers. Donc, ça a été le premier niveau vraiment d'automatisation. Donc, RPA, ou robot logiciel, ou bot dans le temps. Voilà. Et, sauf que ces robots, ils étaient codés, hard-codés, et quand on sortait de la façon dont on travaille habituellement, eh ben, le robot, il s'arrêtait, il devenait fou. Voilà. Donc, il a fallu le rendre un peu plus intelligent. Et on lui a adjoint des outils, on va dire, cognitifs, qui font appel à l'IA, qui font appel, on va dire, au machine learning, donc à des algorithmes. Et ces outils, c'est par exemple computer vision pour aller voir ce qu'il y a dans une image ou dans un écran. Ça peut être le NLP, Natural Language Processing. Ce sont des outils comme ça, basés sur les algorithmes apprenants et dont on est sûr à 99,9%. Parce que c'est des mathématiques, des probabilités, et on sait les audités, il y a l'auditerail, etc. Bon. Ça, c'était donc les outils RPA cognitifs. Et déjà, donc, et quand je dis outils machine learning, c'est là où on peut expliquer, on peut dire que ce sont des outils d'IA prédictive, parce qu'avec ces algorithmes, on prédit les images, on prédit le langage, etc. Donc prédictive, dont on est sûr à 100%. Voilà. IA prédictive. Sauf que en 2022 est arrivée l'IA générative. Donc grâce à toutes les ressources de CPU qu'on peut utiliser, on a pu mettre toutes les données possibles et imaginables dans une grosse bassine qu'on appelle des LLM, et on touille tout ça. Et après, avec des prompts, on essaie de comprendre, de poser des questions, et la machine nous restitue des choses, et on appelle ça des prompts, et on appelle ça de l'IA générative, parce que ça génère du contenu, parce qu'on l'a pris dans la bassine. Sauf que dans la bassine, eh bien, les choses, elles sont... les choses ne se connaissent pas, il n'y a pas d'intelligence. Les choses sortent parce qu'elles sont proches l'une de l'autre dans la bassine. Et donc c'est un peu comme quand vous tapez sur votre smartphone, vous tapez un mot, ben il en sort un autre. C'est exactement le même concept, mais ce n'est pas parce que votre smartphone est intelligent, c'est uniquement parce que dans le temps, il a vu que tel mot venait après tel autre, de façon un peu historique. Mais il ne connaît pas le contexte, il n'est pas intelligent. Et ça, c'est de l'IA générative. On a ensuite évolué, encore une fois, grâce à l'intelligence humaine, etc., au CPU. Et on arrive maintenant aux fameux agents. J'ai bientôt fini. Hein. Mais prenez votre temps. Donc, ces fameux... Ces fameux agents, donc IA, donc agentique, où c'est un peu un mélange de l'IA prédictive, générative, et là où avant, avec l'IA générative, on pose une question et on a une réponse, il faut reposer la même question pour avoir une autre réponse. En revanche, avec les agents maintenant, eh bien, ces agents, s'ils sont bien
bien programmés. Ces gens-là, ils peuvent avoir de la mémoire, ils peuvent se parler entre eux, ils peuvent s'auto-corriger. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'IA agentique, mais dont on pense qu'il est déjà là, mais il n'est vraiment pas encore là, et surtout pas pour nous, financiers. Donc ça, c'est donc l'historique de l'IA, à commencer par Excel et la RPA. Après, comme vous l'avez compris, l'IA générative, c'est uniquement des prompts. C'est très bien pour notre productivité personnelle, pour aller faire des résumés de textes, pour aller interroger différentes databases. Mais le problème, c'est que l'IA générative, elle répond tout le temps. Parce qu'elle veut répondre, elle est programmée comme ça. Et il se trouve que pour nous, financiers, on se retrouve avec des réponses qui sont entre 30 et 70% fausses. Et ça s'appelle des hallucinations. Et c'est pour ça que quand on regarde les différentes études qu'il y a une fameuse étude du MIT qui dit que 80% des POC, des tests qui ont été faits en IA générative, eh bien, n'apportent rien, n'apportent pas de ROI, et en fait, pratiquement tous s'arrêtent du jour au lendemain. Donc on s'est bien amusé, mais ça n'apporte rien. Et nous, financiers, on aime bien le retour sur investissement. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il faut être prudent avec les hallucinations, déjà, puisqu'on n'est pas encore à la pointe de ce qu'on peut faire avec tous ces outils. Premier problème, donc les hallucinations. Non, même pas premier, en fait, tout ça est lié. Pour tout ça, comme vous l'avez compris, c'est basé sur des données. Hein, les données qu'on a mis dans la bassine, là, si elles ne sont pas déjà en quantité, mais aussi en qualité, eh bien, garbage in, garbage out. Hein, donc, si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein, autre souci qu'on voit, c'est que quand par exemple, on pose des questions, on met des données, on met des informations de nos sociétés, ces informations, elles se retrouvent dans le public. Donc, gros problème de confidentialité, de sécurité. Donc ça fait peur à nous financiers, aux informaticiens, etc. Je continue. Ça, c'est pas si simple que ça. Et si on n'est pas un peu geek, nous financiers, ça ne le fait pas. Donc on s'amuse le week-end, mais si on n'a pas appris ce que c'est qu'un prompt, quels sont ces outils, si on n'a pas fait un minimum de cours, même gratuit, eh bien on est rapidement dépassé. Donc on a un problème donc, de formation dans les entreprises. Et voilà. Et après, chacun veut jouer avec son propre outil, et donc on voit apparaître, comme avant on avait le Shadow IT, maintenant on a le Shadow IA, les gens travaillent dans leur coin. Voilà. Et donc tout ça a fait que, eh bien, les tests qu'on a voulu faire, eh bien, pour l'instant, ça ne donne pas encore vraiment satisfaction en matière principalement d'IA générative, hein, et d'agents, parce que les agents ne sont pas encore là. Alors, je voudrais aussi rajouter de petites choses, parce qu'on en a un peu parlé cet après-midi, c'est qu'on va trop souvent dans l'IA, mais il faut savoir qu'il y a des outils très spécialisés, donc qui sont déjà programmés par des experts comptables et autres, eh bien, qu'on appelle best of breed, donc spécialisés, qu'on peut utiliser sans avoir à réinventer la roue avec l'IA. Voilà. Et pareil, actuellement, il y a la bataille entre donc, les best of breed, l'IA, même les ERP, donc est-ce que je prends un ERP, est-ce que je prends de l'IA? Donc tout ça, c'est pas encore très clair, mais sachez donc qu'il y a ces fameux outils donc de best of breed qu'il faut aussi considérer. Voilà. Je crois que je pourrais en rajouter, et puis, alors, mais le principal, et puis je vais arrêter là, je vais répéter ce qu'a dit notre prix Nobel, dans ce qu'il dit à chaque fois qu'on lui pose la question, c'est oubliez l'IA, commencez d'abord par savoir ce que vous voulez faire, quels sont vos processus, quel est votre business model, et après vous pourrez voir comment vous voulez implémenter l'IA. D'abord, c'est comment vous voulez travailler, simplifier la façon dont vous travaillez, utiliser ces nouveaux outils justement pour peut-être revoir la façon dont vous travaillez, inventer des nouveaux business. Voilà. Et après, l'IA, ça doit venir après.
Voilà. Donc l'IA, c'est un outil, mais avant, data, processus, formation, et puis bien expliquer, parce que ça nous fait peur. On croit que nos jobs vont disparaître, mais ce n'est pas le cas. Si on parle simplement d'automatisation, nous comptables, si on fait une étude, en moyenne, ce qui est vraiment robotisable, automatisable dans nos fonctions, c'est 15%. Et si on nous enlève en moyenne 15%, ben on est toujours là, sauf qu'on ira prendre plus de café ou discuter avec nos collègues ou faire des jobs plus intéressants. Donc voilà, donc, n'ayons pas peur. Alors ça, c'est en moyenne. Cela dit, effectivement, il y a des fonctions, des départements, comme la réconciliation bancaire, comme le lettrage, etc., où là, avec de l'IA, on va très loin. Voilà. Donc je vais tempérer ce que j'ai dit. Je peux arrêter là, mais je pourrais en rajouter. Hein. Je crois que c'est déjà super. Super. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Armand. Donc voilà, l'IA entre prudence et potentiel, hein, quelque part. Avant de passer la parole au deuxième invité, je voulais vous passer la parole à vous tous, mais comme vous êtes beaucoup, ça va être à travers un petit WooClap et 2 petites questions pour que nos invités vous connaissent un petit peu. Donc préparez vos téléphones, s'il vous plaît. Je vais donc afficher une première question pour que vous puissiez un peu nous répondre et qu'on sache un peu qui vous êtes. Voilà. Tout le monde est tellement à l'aise avec un QR code aujourd'hui. Moi, je vois un QR code, je commence à stresser, mais tout le monde avait l'air soulagé de voir un QR code. Bon, c'est bon? Pas encore. Combien sommes-nous? Margit, combien sommes-nous en tout? Allez, tout le monde, alors il doit en rester encore quelques-uns. Ça a marché? Allez, on y va à la première question. Donc 60% pensent oui, mais progressivement. 14% oui, radicalement. 21% je vois plutôt un impact limité. Et 6% trop tôt pour le dire. Et il y a 88 personnes qui ont répondu. Très bien. Et on va à la deuxième question. Dans votre organisation, alors pour les personnes en entreprise, la vôtre, et pour vous les étudiants là où vous êtes alternants, l'IA est aujourd'hui déjà intégrée dans les outils de pilotage, en phase d'expérimentation, encore très marginale et surtout un sujet médiatique. Alors, pour 70% déjà de répondants, on a 10% déjà intégrés dans les outils de pilotage, plus de 30% en phase d'expérimentation, 45% encore très marginal et 12% surtout un sujet médiatique. Voilà, donc comme ça, on sait un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je retourne à ma petite fiche. Vous avez compris que ma mémoire est un peu défaillante en ce moment. On va passer la parole à Marcel Bila. Parfait. Et Marcel est membre du bureau du groupe Transformation digitale et intelligence artificielle de la DFCG, comme Armand. Et puis, Marcel, je vous ai déjà entendu dire que l'IA transforme le contrôleur en traducteur entre data et stratégie. Est-ce la vraie révolution du métier ? Le passage aux outils de pilotage de performance de l'activité, est-il possible ce passage sans transformation culturelle des directions financières ? Alors, on aimerait vous entendre sur ces sujets et bien au-delà, si vous le souhaitez. Bon, à 8h30, il y a l'apéro, donc on ne va pas pouvoir. Bon, pour ceux qui étaient cet après-midi à mon petit moment d'explication donc de où va l'IA par rapport au contrôle de gestion, je pense peut-être qu'un des points importants que j'ai pas forcément mentionné explicitement pendant la petite conférence là, c'est que pour moi il y a 3 points qui sont importants et souvent
les trois ne sont pas remplis dans un projet de transformation qui va impliquer l'IA. Donc le premier point déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait une stratégie pour mettre en place l'IA, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi je mets et puis pas le qu'est-ce que je peux faire avec l'IA. Donc ça, en général, les projets qui démarrent comme ça, ils vont pas loin et puis justement, on n'a pas de retour sur l'investissement, ce que disait Armand avant. La première partie, c'est ça, c'est quand même stratégique et au minimum tactique, donc dans une entreprise. Le deuxième point, c'est la data. J'en ai parlé déjà cet après-midi. Donc, si la data n'est pas propre, elle n'est pas maîtrisée, le projet d'IA, il ne va pas aller loin. On ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses avec l'IA. Et quand j'entends beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses qui, justement, vont donner un retour sur l'investissement. Et puis, le dernier point, on en parlait avec Marie-Pierre, donc c'est le changement, donc la maîtrise du changement. Parce que ça, c'est un point. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Samuel, on parlait tout à l'heure, tu lui dis oui, j'ai pris copilote et puis je donne à mes employés, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne approche. Donc il faut, cette partie du changement, il faut la prendre tout de suite. Il faut former les gens, il faut leur expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc là, je reviens sur la première partie stratégique, c'est le pourquoi et pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Parce que quand on est dans le qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, les gens ils vont commencer, oui mais attends, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Éventuellement, on va pouvoir faire qu'on va me prendre mon job, quoi. Donc, il faut impliquer les gens, il faut impliquer les équipes, il faut donc justement avoir une direction et donc impliquer toute l'entreprise, je dirais, dans cette direction. Et ça, c'est un point important. Et en général, c'est 3 points. Alors, le deuxième sur la data, il est plus ou moins respecté parce qu'on utilise des outils comme des ERP qui déjà donc modélise bien la data, donc il y a toujours quelques problèmes, mais c'est quand même bien modélisé. Mais par contre, les deux autres, la stratégie et puis la gestion du changement, en général, il y a un peu de peine à avoir ça, quoi. Et on voit dans beaucoup d'entreprises aussi un projet de transformation digitale qui est lié à l'IA. C'est pas un projet IT, c'est un projet de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises prennent ça comme un projet IT. Donc les projets IA rentrent par l'IT. Et ça, c'est un peu dommageable, je dirais, parce que voilà, il n'y a pas de stratégie autour. Et l'IT, alors je ne sais pas s'il y a des gars qui sont de l'IT ici, donc ce n'est pas les champions de la communication, on va dire. Et puis souvent, voilà, ça prêche un peu au niveau de l'entreprise. Ouais. Peut-être encore dans le retour que j'ai eu après ma petite présentation cet après-midi. Donc il y a eu une question parce que bon, j'ai fait 35 ans en Suisse, mais je suis quand même du Sud, donc des fois je dis les choses un peu de façon abrupte. Donc je disais donc, que si dans les années 30 vous n'êtes pas mis à l'IA, un contrôleur de gestion il est mort. Donc en fait là c'est peut-être un peu exagéré parce que la première partie quand même du contrôleur de gestion c'est le métier. Donc le contrôleur de gestion, il faut qu'il ait une forte connaissance de son métier et l'IA va être, comme on a dit, donc ça va assister et ça ne va pas remplacer. Alors par contre, donc, il y avait une question qui disait, oui, mais comment concrètement je fais pour pas être largué ? Ben, il faut se former et il y a des choses de formation qui coûtent pas cher mais qui permettent de se faire une bonne idée de qu'est-ce que peut être l'IA, qu'est-ce que ça peut amener à une entreprise. Donc, par exemple, alors je ne suis pas payé par Microsoft, hein, donc, mais Microsoft, donc, on va dire, il y a 1 ou 2 ans, donc, il y a eu des investissements assez importants qui ont été faits par la France et Microsoft est rentré là-dedans et a créé un programme qui s'appelle l'IA pour tous. Et dans cette IA pour tous, ils ont fait des sites donc, qui sont gratuits et qui font de la formation, mais de la formation qui part vraiment du niveau j'y connais rien et puis petit à petit ça monte, quoi. Et ça, je pense que ce projet IA pour tous, il est bien pour les contrôleurs de gestion qui n'ont pas trop d'idées sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est d'aller prendre ce programme et puis de faire, ça, je sais pas, ça prend peut-être 5-6 heures pour faire le tour. Et dans ce programme, il y aura d'autres liens qui permettront après d'approfondir si c'est nécessaire. Il y avait une autre question qui est venue par quelqu'un qui a participé aussi et qui me disait, oui, mais si mon entreprise, je ne fais pas de l'IA, est-ce qu'on est des nuls ? Non, donc je dirais les nuls, c'est ceux qui managent mal. Donc il vaut mieux une entreprise bien managée et qui n'a pas d'IA plutôt qu'une entreprise qui est mal managée et qui est les champions de l'IA, quoi. Parce que l'IA, si c'est mal managé, elle va donner des choses qui seront aussi du mauvais management, on va dire, quoi.
Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je ne veux pas aller plus loin parce que moi je suis comme Armand, on peut y rester jusqu'à l'apéro, quoi. Oui, je pense qu'il y aura d'autres questions. Précisément, là, je sors de 3 jours de cours. Moi, ma spécialité, c'est la conduite du changement et le leadership. Et puis, on parle vraiment par rapport à une étude de cas autour de l'adoption de l'IA dans une organisation, en l'occurrence une PME. Et on se dit, c'est pas tellement le pourquoi en un mot, hein, c'est le pourquoi en 2 mots. Pourquoi faire, hein, de telle façon que la réponse soit pour quelque chose et pas parce que. Et donc, on insiste beaucoup sur cette importance. C'est le why en anglais, quoi. C'est le what for. En réalité, le why, c'est... Après, il y a eu un petit détournement compte tenu d'une personne très fameuse, mais le why, c'est quand même, ça renvoie au passé. Alors que le what for, c'est l'avenir, c'est pourquoi faire. Hein. C'est le Wofür allemand par rapport au Warum allemand. Puisque Margit, c'est un petit clin d'œil pour Margit. Hein, ah ben, on va très loin. Hein. Ben, dans nos cours, on va très très loin, c'est sûr. Et le what else, vous n'avez pas un nom à prendre. Très bien, merci beaucoup. Là, je vais m'adresser à notre 3e invité, toujours dans ce petit bloc sur la promesse du contrôle de gestion augmenté, donc Ari Yohum, qui est chez Deloitte, associé dans le département de la finance. Et Ari, les outils comme Pigment, mais ça peut être d'autres, mais je sais que celui-là, vous travaillez avec eux, promettent une planification proactive grâce à l'IA. Dans la pratique, qu'est-ce qui change réellement pour un directeur financier ? Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors peut-être déjà pour commencer par un petit exemple concret, le budget. On est fin novembre, il y a à peu près une dizaine de fichiers Excel qui circulent dans la société. On doit consolider pour ce soir, pour envoyer au COMEX. Les contrôleurs de gestion finissent et à ce moment-là tombe une question. On est depuis pas mal d'années avec un peu des crises permanentes. On en vit de nouvelles là, au Moyen-Orient qui peuvent avoir un impact. Tiens, par exemple pour CMA, CGM, si je ne peux plus passer à un endroit, les compagnies aériennes qui ne peuvent plus voler, etc. Et là, il y a un dirigeant qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une chute de 10% ?» Alors attendez, il faut qu'on refasse fonctionner tout le modèle et on en a pour plusieurs jours. Un autre exemple, et là, ça sera un peu contradictoire avec ce qu'il vient de dire d'avant, hein, mais c'est l'objectif de l'échange. Hein, on se trouve dans un groupe de la pharma, et vous savez qu'aujourd'hui, dans le secteur de la pharma, l'IA, c'est critique pour aider au développement des nouvelles molécules, pour analyser beaucoup de data, etc. C'est un grand groupe, hein, donc ça présage certainement ce qui se passera plus tard, hein, aussi. Et là, vous avez un directeur financier que je challenge justement sur ce sujet-là, qui me sort son téléphone et qui appuie sur 2-3 touches et qui me dit ça, c'est le dernier rolling forecast donné par l'IA. Et c'est véridique. Et là, à ce moment-là, on a échangé sur le processus budgétaire en disant, mais du coup, comment tu fais pour le budget aujourd'hui ? Eh ben, du coup, mon challenge aujourd'hui, c'est au final d'expliquer qu'est-ce qui va faire la différence par rapport éventuellement à une donnée qui a été calculée par l'IA. Une fois cette anecdote dite, je vais repréciser 2-3 points quand même si la question ne m'a pas été posée par rapport à la notion de bassine. En fait, quand on parle de l'IA, c'est quand même très galvaudé. On parle de ChatGPT, de Claude, etc. Donc ça, c'est la fameuse bassine publique. D'accord ? Alors moi, tout ce que je viens de raconter là, c'est pas une bassine publique. Donc après, vous avez des IA qui sont développées autour de systèmes transactionnels. Vous prenez SAP, Microsoft, enfin n'importe quel ERP, d'accord ? Là, vous pouvez avoir des IA qui vont permettre de travailler sur le rapprochement automatique, etc. Et puis après, une fois que j'ai des bonnes données et autres, moi, ce dont je vous parle, c'est des IA qui sont autour de solutions qu'on appelle d'EPM, donc de pilotage de la performance. Il en existe des tas. On a cité le Pigment, mais il y en a d'autres. Hein. Je suis pas commercial de Pigment. Et qui là, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aider avec que des données propriétaires,
d'accord ? Donc il n'y a pas de données publiques, il n'y a pas, etc. On peut importer des données éventuellement qui viennent de l'externe, hein, des données de marché, etc. Mais on ne partage rien avec personne. Et là, qui va faire justement cette notion de contrôleur de gestion augmenté. Moi je dis souvent, c'est un peu comme un exosquelette. Ça ne va pas remplacer, mais par contre aujourd'hui, factuellement, il y a encore beaucoup de contrôleurs de gestion qui passent du temps sur la data, sur produire des reportings passés, et qui n'ont pas de temps pour soit expliquer le lien avec la stratégie, soit surtout pour simuler. Or aujourd'hui, la criticité, elle est, avec tous les événements qui se passent tout le temps, c'est d'être capable de pouvoir simuler. Mais pas simuler en 3 jours. Quand il y a eu le Covid, d'accord, moi j'ai eu des clients, ils devaient faire des forecasts chaque semaine. D'accord ? Bah ça, c'était une tannée, d'accord, pour tous les financiers, je peux vous le dire. Et il y a eu pas mal de craquages parce que c'était obligatoire. Là, en l'occurrence, c'était une société cotée, mais quelles que soient les situations, parce qu'on n'avait jamais vécu ça auparavant. Depuis, on l'a vécu des tas de fois. Crise alimentaire, l'Ukraine, maintenant le Moyen-Orient. Et donc, du coup, on est devenu aussi beaucoup plus agile par rapport à ces simulations. Donc, ces outils-là, ça permet de faire ça. Donc, je réinsiste sur la qualité de la data, hein, garbage in, garbage out. Et l'élément aussi, et donc pour donner un exemple concret autour de cette solution, hein, en fait, je parlais de la notion d'exosquelette, on va développer au final ces fameux agents, et qui existent aujourd'hui, vous irez voir. Il y a un agent qui s'appelle Analyst, donc lui, il va justement plutôt être dans le registre de l'IA générative. J'ai plein de données à disposition. Aujourd'hui, j'ai mon dirigeant qui vient et qui me dit « Explique-moi la profitabilité de tel produit et pourquoi, et construis-moi un bridge, etc. etc. » Bah là, en l'occurrence, on va poser la question en langage naturel, d'accord ? Et via l'IA générative, on va avoir une réponse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a toute la donnée à disposition. Aujourd'hui, je vais faire des requêtes et autres, et je vais répondre à la question. Aujourd'hui aussi, maintenant, avec ces plateformes, j'ai la réponse au final directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'agent analyste. Il analyse la donnée à disposition. Ensuite, c'est ça le plus grand enjeu aujourd'hui, d'accord ? C'est celui qui va du coup être l'agent qui va regarder le futur, qui va être capable de pouvoir simuler. D'accord ? Et c'est là où le phénomène d'apprentissage est beaucoup plus important, puisque avec toutes les données à disposition, avec ce qui s'est aussi passé dans le passé, etc., et bien à ce moment-là, on va être capable de pouvoir reprojeter des données. Et aujourd'hui, ça fonctionne. L'exemple que j'ai donné dans un grand groupe, il est réel. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Harry. On va vous entendre encore. Mais je tiens à dire qu'Harry vient d'arriver il y a quelques minutes de Paris pour cette table ronde. Donc, on ne peut que vous remercier de votre venue. Hein. Et puis, on va maintenant passer à une réflexion un tout petit peu différente, donc autour des limites et des risques liés à l'IA. Et puis, pour ce faire, on va passer la parole à mon collègue Marius Bertolucci, qui est maître de conférence, également comme Margit et moi et Antonin à Aix-Marseille Université, mais lui à l'Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale, l'IMPGT. Marius, tu me permets juste de poser quelques questions et après tu répondras bien sûr librement. L'IA est parfois comparée à l'électricité, une technologie générale qui transforme tout. Mais cette transformation peut-elle produire une déresponsabilisation des décideurs ? Donc on a déjà tout à l'heure avec Marcel évoqué la question du management et du leadership. Peut-on superviser correctement un système que l'on ne sait plus faire fonctionner soi-même ? L'IA risque-t-elle de créer une génération de professionnels qui savent utiliser les outils mais ne comprennent plus les processus ? Ton avis nous est très précieux. Marius, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je crois que les réponses sont dans les questions, mais rassurez-vous, si vous sentez la réponse venir, la littérature académique a prouvé qu'à chaque fois, la réponse est oui ou non, et je vais vous donner les éléments. Donc, je ne vais pas vous donner d'avis en la matière. Ça tombe bien, pas besoin d'avoir des avis, parce qu'il y a foison d'études académiques et de retours de terrain, de catastrophes et autres. Alors, je vais commencer par un élément de vocabulaire. L'IA n'est pas un outil.
si vous regardez la philosophie des techniques, même un dictionnaire, ça, c'est un outil. Un stylo, par exemple, c'est une extension de mon corps, ça dépend de mon corps. Et d'ailleurs, l'énergie qui est mobilisée pour le faire fonctionner dépend de moi. Est-ce que votre voiture est un outil? C'est-à-dire que non, c'est une machine. Pourquoi on prend le terme le plus simple, donc le plus inadéquat, pour parler d'un système technique qui est une rupture civilisationnelle? On prend le terme le plus simple. Peut-être c'est pour éviter de ne pas voir, éviter de voir ce que c'est. C'est une rupture civilisationnelle. Parce que derrière le terme outil, il y a quoi? L'idée de la neutralité, de l'appropriation. Ça dépend de ma propre utilisation et je maîtrise l'outil. Mais là c'est tout l'inverse avec l'IA. Une nouvelle fois, vous allez voir, je vais égrener des études en la matière. Ce n'est pas de l'opinion. Et parmi la dizaine, la cinquantaine plutôt de définitions de l'IA, il y a un critère que vous retrouverez tout le temps, c'est le fait que les systèmes d'IA ont un degré d'autonomie plus ou moins important. Et là, avec des agents d'IA, un degré d'autonomie extrêmement fort, et voire demain, l'IA générale, des IA conscientes d'elles-mêmes, on pourra en discuter, mais donc c'est le critère de l'autonomie qui est central. L'outil n'a pas d'autonomie. Donc l'outil, je le manie, la machine, c'est elle qui m'utilise, et puis si on fait un peu de philo, il y a un troisième terme, un troisième saut ontologique, c'est le système technicien avec Jacques Ellul ou la méga-machine avec Günther Anders. Donc deux grands philosophes français et allemands qui traversent le XXe siècle. En peu de mots, c'est l'idée que nous baignons dans un système technique qui nous a absorbés et qui avance de manière autonome. Et l'IA participe de cela. Ça veut dire que désormais, toutes les machines sont interreliées pour former une méga-machine. Avec l'IA, on est dedans. Prenez votre téléphone intelligent. Alors vous verrez, souvent je prendrai les termes français, et je prends les termes anglais après, mais je reviendrai sur le terme français, parce que souvent dans notre propre langue, on n'a pas les termes. Donc téléphone intelligent, bien sûr, pour ne pas dire smartphone, vous l'aurez compris. Prenez votre téléphone intelligent avec ChatGPT dedans, et bien pour le faire fonctionner, il faut toute une ingénierie à l'échelle planétaire. Des câbles, des minéraux, il faut de la mercatique, vous l'aurez compris pour le marketing, il faut de la psychologie, il faut tout. Il faut tout. Tout est interrelié. Donc, le terme d'outil est un terme complètement faux. Et je pense que la meilleure définition de l'IA actuellement, c'est celle du RIA, on va pas dire RIA Act. Donc, vous verrez, elle est assez longue et elle commence par, c'est un dispositif, patati patata, qui a un différent degré d'autonomie, qui propose, je sais plus, des prédictions, des avis, des décisions. La machine décide aujourd'hui, mesdames, messieurs. Elle parle. 220 millions de personnes qui ont téléchargé des applications, rien sur le Play Store, pour avoir des relations amoureuses et amicales. Est-ce qu'on tombe amoureux de sa bagnole? Parfois oui, ça dépend de laquelle voiture, mais vous voyez, on est bien sur autre chose là. On est bien sur autre chose. Donc premier point, attention, le terme d'outil n'est pas le bon. C'est une mauvaise représentation. Moi, mon but, c'est d'amener du réel et des études. Si on ne prend pas le bon concept, eh bien, on se fout le doigt dans l'œil. Alors, j'avais quelques notes, et puis au fur et à mesure, j'ai pris encore plus de notes, donc ça va être un peu foisonnant. Mais malgré cet élément de définition, je vais simplement... Ah oui, système technique, j'ai Microsoft... Je marquais ça tout à l'heure. Microsoft, c'est pas de la formation qu'ils font, c'est de l'adaptation du corps social, c'est de la propagande, c'est de l'ingénierie sociale. C'est pas de la bienveillance. Il faut voir que ces gens de la vallée du silicium, ils ont investi 300 milliards l'année dernière, 600 milliards cette année. Vous croyez que c'est pourquoi? Si c'est pas pour remplacer les métiers, c'est pour nos beaux yeux, nous faire du bien? Bien sûr que non. De tout temps, les machines, l'automatisation, c'est fait pour remplacer les personnes. Rien de nouveau sous le soleil, non pas du capitalisme, du productivisme. Je disais Günther Anders et tout à l'heure Jacques Ellul. Ellul, c'est des personnes qui voient, après Marx, le fait qu'il existe différentes formes de productivisme. Le productivisme nazi, le productivisme capitaliste, le productivisme communiste. Il n'y a pas vraiment de différence dans la manière de fonctionner. Regardez, on parle tous de ressources humaines. Vous voulez le terme nazi pour ressources humaines? Matériaux humains. Vous voyez une différence, vous? Non. Pourquoi? Parce que ça participe du même environnement, même rapport au monde, technique d'exploitation. Bon. Alors, je vais vous donner quelques études. Allons-y. Alors, la Harvard Business Review, on a accès gratuitement en se mettant en navigation privée. Bon, ça, c'est un point de détail, mais sur l'IA, c'est génial. Il y a un article récent, au mois de janvier, qui disait pour intégrer les agents IA, il faut abattre les murs, il faut abattre toute l'architecture, il faut tout remettre à plat. Donc là, je pense qu'à horizon 3-5 ans, il y a du boulot pour préparer son propre remplacement. Mais je rappelle que le travail, comme étant une bonne chose, c'est le mensonge de la société industrielle. Depuis quand le travail, c'est bien? Non, mais ça, vraiment, c'est... Donc, vivement qu'on arrête de travailler, hein, donc c'est pas vivement cela. Mais en tout cas, avant qu'on arrête, parce qu'on aura contracté la quantité de travail, en tout cas, il va falloir tout remettre à plat. On ne met pas tout à plat lorsqu'il y a un nouveau outil, lorsqu'il y a le logiciel 3.0 après le 4.0, ou inversement bientôt. Là, en revanche, il faut tout détruire. Les murs, tout à remettre à plat. Alors, allons-y. Les agents IA. Récemment, vous avez dû voir dans la presse que la directrice de chez Meta, de l'équipe alignement, Yamer Su,
elle utilisait OpenCloud, c'est un agent IA dont on parle beaucoup actuellement. Et le problème, c'est qu'elle avait testé pendant des semaines sur un bac à sable, sur une boîte de courriel fictive. Bon, ça marche très bien depuis des semaines. Et puis c'est quand même la directrice de l'alignement, équipe alignement de chez Meta, elle s'y connaît. Hein. Bon, premier jour, elle l'utilise. Alors, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième, je crois que c'était vraiment la première fois. Sur sa propre boîte courriel avec une instruction. Tu me dis quoi archiver et quoi supprimer, mais tu fais rien avant que je te le confirme. Hein. Bon, qu'est-ce qu'a fait l'agent IA? Elle a commencé à tout supprimer. Et là, sur son téléphone, elle lui dit « Mais arrête, arrête !» Il y a le capture d'écran sur Internet. La presse mondiale en a parlé. L'agent a continué et elle raconte « J'ai couru vers mon Mac comme s'il y avait une bombe qui allait exploser. » C'est intéressant, c'est que les chercheurs, il y a au moins 1 an ou 2 ans, dans la revue AI Society, les chercheurs disaient « Mais attendez, vous croyez qu'on peut tester de manière fiable, s'assurer de la fiabilité avec des tests des agents IA? Même l'IA en général, bien sûr que non. C'est des systèmes probabilistes. On ne sera jamais sûr. On ne sera jamais sûr. Le plus beau, c'est quand vous testez des agents, alors des GML, des grands modèles de langage, pas dire LLM, des GML comme Claude, eh bien, le truc a conscience que vous le testez, on le voit dans ce mode de raisonnement, et même parfois il vous le dit, je sais que vous êtes en train de me tester, donc je vais m'adapter au test. On ne peut pas tester ces systèmes-là. Donc la fiabilité, on ne l'aura jamais. Alors les agents IA actuellement, 70% de fiabilité. Je ne sais pas, prenez GPT-4, alors ce chiffre-là en tête, c'est 3-4% de fiabilité pour résumer des textes. Tout le monde a utilisé ces trucs-là pour résumer des textes. On est fou. On est complètement fou. Copilot, regardez les études du gouvernement australien, du gouvernement britannique sur l'usage de Copilot et l'intérêt. C'est peanuts. C'est peanuts. Enfin, Donc, moi, mon propos, c'est le bon sens paysan, demandez les études. Parce qu'on n'attend pas qu'une IA fonctionne pour l'utiliser. Je sais pas, le gouvernement des Pays-Bas qui tombe en 2021, qui utilise les IA pour traquer les fraudeurs de déclaration familiale, 30 000 familles endettées, 2090 enfants rentrés à leur famille, taux d'erreur 90% du système. L'État du Michigan, quelques années plus tôt, c'est la même chose. Et la CAF en France, il vous dit quoi, l'éditeur de la CAF? Ouais, mais nous, l'algorithme, il est neutre, d'ailleurs, on ne sait pas comment il fonctionne. Donc, effet de la technique qui dysfonctionne, des tests bidons et des gens qui sont déresponsabilisés. C'est la catastrophe. La cata. Je vais peut-être pas rentrer sur le work slop. Pourquoi il n'y a pas donc la bouillie d'IA? Pourquoi il n'y a pas aussi de gain de productivité? C'est parce que ça produit du travail qui a à peu près une belle apparence, mais avec aucune substance. C'est comme les mémoires d'étudiants. Hein. Je vous rappelle que 88% des étudiants trichent avec de l'IA. Donc statistiquement, il y en a devant moi. C'est après les mêmes chiffres en France, au Royaume-Uni, etc. Et donc, c'est pas inintéressant de voir que si les étudiants trichent et ont leur diplôme, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer dans les organisations? Ils vont continuer. Alors là, c'est pas parce que Deloitte est là, mais parmi les 4-5 cas que j'utilise tout le temps, il y a l'Australie, il y a le Pays-Bas, et donc là, Deloitte récemment, vous avez vu, avec des rapports pour l'Australie, 300 000 $ australiens et 1,5 million au Canada, avec des références inventées dedans. Mais c'est normal, à un moment donné, tout le monde triche, les étudiants globalement, même les professionnels, et derrière, il y a tellement peu de bon sens. Pourquoi? Parce que la machine est extrêmement persuasive. Là, il y a des tonnes d'études qui vous montrent que l'IA est extrêmement persuasive. Ça, c'est passionnant. L'étude du BCG avec Wharton, MIT, la liste est longue, montrait que quand on est assisté par GPT-4, l'étude de 2023, elle remonte, hein, eh bien, on prend pour argent comptant ce que ça vous dit. Et donc, des consultants bien formés vont faire plus d'erreurs que s'ils ne sont pas GPT-4. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement persuasif. Donc, l'idée de pouvoir utiliser ces systèmes-là avec du bon sens, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça atteint des mécanismes psychiques. Et aussi des mécanismes organisationnels de déresponsabilisation. Ça vous intéresse, j'ai écrit un papier récemment dans une revue académique où je fais une synthèse de comment les IA activent des biais et comment ça nous déresponsabilise, et une nouvelle fois, faits, études et chiffres. Donc l'idée de la supervision, c'est se foutre dans l'œil. Déjà, pourquoi? C'est parce que les gens formés, ça les déqualifie, et bien plus, les nouvelles générations ne seront jamais formées, parce qu'ils auront triché massivement. Et puis, il suffit de voir les études PISA, enfin la liste est longue. Alors, les nouvelles générations sont des victimes, hein, du fait que nous, le monde adulte, on leur a filé un téléphone intelligent entre les mains. On les a détruits. Voilà. On a formé des générations de crétins digitaux. Moi, quand je fais des cours sur l'IA, là, encore une fois, 1844 sources académiques dans le bouquin de Desmurger, La fabrique du crétin digital, et faites-les lire, c'est 24 sources pour montrer que la lecture, ça aide pour le cerveau. Bon, est-ce qu'on lit? Non, on ne lit plus. La directrice du Conseil national du livre, chaque année, ils font une étude en France pour montrer les fondements de la lecture, et elle disait en rigolant, bientôt, il y aura plus d'auteurs que de lecteurs. C'est vrai. Moi, mes étudiants, quand je leur parle d'IA, je suis bon, quel dernier livre d'IA vous avez lu? Pas de réponse. Je fais quoi? Vous n'avez pas lu de bouquin? Bon. Donc oui, parce qu'à 3-5 ans, voire peut-être 10 ans, allez savoir, mais ceux qui resteront, ce seront ceux qui auront une capacité psychique importante, donc qui n'auront pas été détruits par les vidéos courtes, tout ça. Parce que la génération Z est beaucoup plus timide que les autres. Elle ne sait pas sociabiliser. Beaucoup moins de relations amoureuses, beaucoup moins de relations sexuelles, travaille beaucoup moins. Enfin, la liste elle est vraiment longue, tout un tas de critères. Alors, en France, c'est à moitié une catastrophe. Regardez les chiffres aux États-Unis, c'est l'enfer. L'enfer. Et le plus beau, c'est que mes étudiants ils me disent « Mais non, monsieur, voyons, le problème, c'est la génération alpha. »
Je leur dis, mais c'est marrant, vous ne voyez pas vous voyez la poutre dans l'œil du voisin, et non, la paille dans l'œil du voisin et pas la poudre dans la vôtre. C'est normal parce que globalement, ils n'ont pas de point de repère. Nous-mêmes, on est tous une génération qui avons grandi globalement avec la télévision. Donc on est déjà tous les enfants du chaos. TV lobotomie de Michel Lesmurger, pareil, c'est un article académique pour montrer que ça rend con. Mais comme on ne s'en rend plus compte parce qu'on baigne tous dedans. Alors là, c'était un peu sur les effets de la technique. Oui, le MIT, à l'été 2024, le MIT, ils m'ont fait plaisir. Hein. Ils ont sorti une base de 600 risques liés à l'IA en 6 catégories. Alors j'étais ravi, vous imaginez, j'ai lu ça. Un an plus tard, on est à 1600. C'est rangé en 7 catégories. Il y en a une que j'adore, c'est humain-machine, interaction humain-machine. Allez voir. Alors c'est un fichier Excel, un truc en ligne. Il est bien fait, on peut voir. C'est merveilleux. Et quand je vois à quel point on fonce, mais comme si on était pressé. Ah vite, on est pressé, on veut des systèmes pas fiables qui rendent con. Mais il faut se calmer, là, tout va bien, vraiment. On va voir là, à moyen et court terme, des catastrophes, je ne pourrais en parler pendant des heures, hein, des grosses catastrophes d'entreprises qui font n'importe quoi, de gouvernements qui tombent, il y en a des tonnes. On n'est pas pressé en la matière, je vous assure qu'on n'est vraiment pas pressé. Attendez, un proactif, agent IA, je vous l'ai sorti. Ah oui, autre point important, je parlais de la triche tout à l'heure. C'est le sens moral. Moi, ça me fait beaucoup de peine, pour tout vous avouer. J'essaie d'être kantien, donc de croire au principe. Une étude dans Nature récemment, octobre 2025, donc, en matière d'IA, c'est important, les dates, surtout les mois, parce que les choses changent vite. Mais là, en la matière, c'est pas tant la capacité de la technique, c'est les effets que ça produit sur nous. Une étude montrait que sur 13 expériences différentes, dont une, c'est vous lancez des dés, si vous gagnez de l'argent, vous gagnez vraiment de l'argent, il faut les déclarer ou non de la bonne manière, et l'argent va à la Croix-Rouge. Bon. Mais quand les personnes le font sans IA, ne sont pas assistées, à 95%, les gens sont honnêtes. Avec IA, sur les configurations, ça tombe à 12%. Et quand je vois ça, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Vous vous rappelez l'expérience de 1000 grammes, avec ses 21 variations différentes? Et la variation 18, c'est quoi? C'est quand c'est pas vous qui envoyez le décharge électrique, mais que vous dites à quelqu'un à côté de vous de le faire. Bon, pareil, c'est un acteur, mais vous ne savez pas. Là, on monte à 92,5% de décharge électrique mortelle. Enfin, maximale. Parce que ce n'est pas vous qui le faites. Ça provoque un effet de déresponsabilisation. Donc, quand on est assisté par une IA, en plus, ça nous pousse à être plus malhonnête que l'on est déjà. 88% des gens qui trichent. Hein. Une nouvelle fois, je vous le rappelle. C'est massif. Moi, je n'arrive pas à croire qu'on continue à faire semblant le système universitaire, à filer des diplômes à la moitié des étudiants qui devraient être virés et à bon quart qui mériteraient une remise à plat. Parce qu'une nouvelle fois, c'est une destruction de la capacité cognitive pour eux. Et puis je rappelle que 10% des personnes qui sont en relation amoureuse avec leur IA, au départ, c'était pour... ils travaillaient avec des IA pour des raisons de productivité. Mais au bout d'un moment, vous savez, quand ChatGPT, vous avez envie de lui dire bravo, et qu'au bout d'un moment, il vous demande de lui donner un nom. Et voilà, ça finit comme ça. Elle dira les mots que j'attends, comme dirait la fille qui m'accompagne chez Cabrel, sauf que là, c'est la machine. C'est une catastrophe. Donc l'idée de l'assistance, c'est se mettre doigt dans l'œil, étude, fait, chiffre. C'est pas une assistance avec une IA d'aide à la décision, c'est une décision tout court. Et vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est là que c'est assez intéressant. Est-ce que je vous ai dit d'avoir peur? Non, mais je le fais maintenant. Ayez peur, mesdames, messieurs. Ayez peur, pourquoi? Parce que... mais osez penser à 3-5 ans. Je dis même pas à 10 ans. Les trajectoires de performance de l'IA, elles sont assez folles. Et même si vous dites, mais attendez, moi je ferai toujours mieux qu'une IA, parce que là, pas déconner, je suis un bonhomme. Depuis quand on attend qu'une IA fonctionne pour l'utiliser? Mais depuis quand? C'est même pas un critère la fiabilité. Hein. Sinon on n'utiliserait pas Copilote. Hein. C'est pas capable de résumer des textes correctement. Enfin bon, c'est vraiment la catastrophe. Donc vraiment, ça, c'est se mettre dans l'œil. On parlait de l'exosquelette à l'instant. Je vous rappelle qu'un exosquelette, ça a aussi des effets négatifs, qui sont que ça ramollit les muscles. J'avais discuté avec la personne qui s'occupe des exosquelettes pour Fleury-Michon, dans l'usine, et elle racontait que oui, il y a des besoins pour certaines personnes de mettre des exosquelettes, mais le revers de la médaille, c'est pareil pour l'esprit. Hein. Eh bien, nos muscles s'anémient. Vous savez, on pourrait s'économiser des milliers d'études, donc des millions de chercheurs, enfin des milliers de chercheurs, donc beaucoup d'argent, avec une phrase d'Aristote, toute simple, hein. Nous sommes ce que nous faisons de manière habituelle. Si j'ai plus l'envie de lire des textes, l'envie de les comprendre et d'écrire des résumés, je serais plus capable de le faire. 45% des étudiants canadiens, leur premier réflexe, peu importe la tâche, c'est ChatGPT. Premier réflexe. Ouais, donc c'est devenu ancré dans le plus profond de leur neurone biologique. Moi, je parle de capital neuronal qui a été complètement modifié, anémié par tout ça. Sam Altman disait il y a peut-être 1 an ou 2, ou là 3 ans plutôt, il faut écouter ces gens-là, hein, parce que ces gens-là font tout ce qu'ils disent. Magnifique. Il disait, mais le but, c'est de remplacer l'humain moyen dans les organisations, avec des IA qu'on pourra embaucher, faire fonctionner, mais c'est un terme d'embaucher, et qui s'adapteront. C'est ça la réalité. Donc, à court terme,
je vais reprendre, ça me fait mal de le dire, mais je vais reprendre Laurent Alexandre et Olivier Babot dans leur bouquin « Ne faites plus d'études » avec 27 notes de bas de page dans 2 identiques. Oui, le monde de l'IA n'est pas pour les grosses feignasses. Voilà. Ça, en tout cas, c'est le cas parce que les systèmes sont extrêmement performants, en apparence, pas que, ça dépend des tâches, et en dehors de l'hyper-élite, d'ailleurs eux-mêmes le disent, hein, si vous êtes capable de rentrer dans les 20 meilleures universités mondiales, ok, sinon arrêtez de faire des études, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Et moi, quand je suis face à une déréliction, un effondrement des capacités cognitives, un effondrement de l'engagement moral, un effondrement de l'attente envers les étudiants, en termes de travail intellectuel, etc., oui, je ne vois pas vous dire d'autre que, écoutez, mesdames, messieurs, ayez peur parce que les faits, les études et les chiffres et les déclarations des acteurs de la vallée du silicium, je n'ai pas parlé des Chinois, hein, on va laisser de côté pour l'instant, elles sont claires comme de l'eau. Il faut remplacer des humains parce qu'il y a au fond des arrière-pensées de la vallée du silicium, avec les auteurs de la Lumière noire, hein, grand courant idéologique qui pétrit ce monde-là, la vallée du silicium, les élites états-uniennes, J. Evans cite Curtis Yarvin, bon, je ne vais pas passer les détails. Il y a l'idée qu'une pensée aristocratique, une pensée non démocratique, une pensée il y a 500 personnes dans le monde capables de créer les meilleures IA. 500 personnes. Le reste, j'appelle ça la noblesse de l'algorithme. Le reste sera balayé. Un petit revenu universel, du TikTok, du Tinder et du Netflix. Et puis faites pas chier. Voilà. Ça a déjà commencé. Hein. De toute façon, ça a déjà commencé. Bon, voilà ce que je voulais vous dire en termes d'éléments. Est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit métier, bon, je terminerai là 2-3 points. Un dernier élément que j'aime bien, c'est quand vous regardez les listes des métiers qui seront effacés par l'IA, bien que le degré de granulométrie, c'est les tâches, mais bon, c'est que les métiers de la gestion. Alors, prêtre aussi, hein, ça fait partie, chercheur aussi. Allez, dernier point, après j'arrête. Claude Interviewer. Donc c'est Claude, vous aurez compris, Anthropique. Ce truc-là, il prend les rendez-vous, il construit un guide d'entretien, il fait 1250 entretiens, il tape le compte-rendu et il publie l'article académique derrière. Une thèse en gestion, ça vous coûte 5000 balles, 3-4 ans, vous n'êtes pas sûr du résultat. Un doctorat en France, 1 sur 2, il s'inscrit, il finit pas sa thèse. Hein. La fourchette basse, c'est 30 entretiens et ça monte à 80. Et vous aurez le résultat au bout de 4 ans. Bon, voilà un peu Je terminerai vraiment cette fois avec je vous citerai le titre de l'ouvrage de Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme. On y est, mesdames, messieurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marius. Et puis, j'applaudis Margit parce que l'objectif qu'elle a eu en composant cette table ronde, c'était vraiment d'avoir des points de vue très différents, hein, et qui nous permettent à tous de vraiment pouvoir réfléchir par nous-mêmes et puis pas d'avoir un avis convergent autour de la table, mais bien d'être dans des divergences par rapport à quelque chose. Moi, je partage avec toi qu'on est dans un changement de paradigme lié à l'IA. Mais on pourrait même dire, Marius, parce que Aristote il disait que tout être humain a un potentiel et il peut actualiser sa potentialité avec notamment les études et la réflexion rationnelle. Mais on pourrait se poser la question de pourquoi l'homme fuit l'effort toujours comme ça. Donc finalement, ça renvoie à la qualité intrinsèque de l'être humain. Et puis, un peu comme parfois on se dit dans l'université, parfois il faut que ça disparaisse pour mieux renaître. Hein, pour se poser cette question-là. Mais il y a 2 choses qui me sont venues en t'écoutant. Une, c'était la fameuse courbe que vous connaissez tous les étudiants de l'adoption sur l'adoption des innovations, et notamment des innovations technologiques, où là, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'innovateurs, voilà, et qu'on attende qu'on devienne une majorité, peut-être même une majorité tardive. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est le drame de ce qu'on appelle le langage, le inflated language, très américain, bien évidemment, qui est le langage qui a tendance à flatter, hein, et à vous dire, c'est parce que les profs américains qui sont nos collègues et que j'estime beaucoup, mais vous allez poser une question des plus bêtes et ils vont vous répondre, fantastique question. Hein, donc, ils vous gonflent l'ego à n'en plus finir, et puis les outils américains, et puis les autres s'en inspirent, ils nous parlent, et appuyés sur des datas surtout générées là-bas, donc ils nous parlent comme ça, et ça flatte l'ego. Hein, donc on est là à nouveau dans une limite de l'être humain. Humain, trop humain. 2 remarques, c'est que sur la courbe d'adoption, là encore une fois, moi si j'ai pas d'études, je fais attention, mais me semble-t-il que tous les concepts que nous avons sur les systèmes d'information, pourquoi j'ai du mal avec les chercheurs sur les SI, parce qu'ils pensent que leurs vieux concepts vont servir à comprendre l'IA. Et je leur dis non, mais là, vous voulez faire rentrer dans vos cadres, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si ça pourra s'appliquer, mais
En tout cas, si ça s'appliquera, ça veut dire laisser les autres faire des bêtises et vous apprendrez à partir de là. Oui, la sycophancy, parlons français, donc j'ai vu, ils ont francisé en sycophante. Bon, il y a un mot français, c'est la flagornerie. Donc South Park a fait un très bon épisode là-dessus récemment, sur le fait que les grands modèles de langage sont flagorneurs. C'est pour ça que notamment les personnes du BCG vont faire plus d'erreurs dans les domaines où ils sont pourtant compétents, quand ils sont assistés par ChatGPT, parce qu'ils disent eux-mêmes dans l'étude, ben ouais, mais c'est tellement persuasif, et puis ça vous dit, mais oui, t'as raison, tu es tellement intelligent. Il y a beaucoup de procès actuellement de personnes qui rentrent dans l'état de psychose parce que la machine les a poussés et ils ont fini par croire à des délires. Donc il n'y a pas que les personnes qui ont des pathologies mentales, ça peut provoquer des pathologies mentales, et au-delà de ça, c'est que ça va vous pousser à vous dire que vous avez de bonnes idées. Et le problème, c'est que ça va vous pousser à ne pas aller voir, les études le montrent aussi, notamment chez les étudiants, plutôt qu'aller parler à quelqu'un. La génération Z, parler à quelqu'un, c'est compliqué, trop d'écrans, ils n'arrivent plus à se sociabiliser, les pauvres. Encore une fois, c'est des victimes. Vous êtes des victimes, mesdames, messieurs. Du monde des adultes qui vous a maltraité, avec des écrans, un téléphone intelligent à 10 ans entre les mains, donc après les chiffres derrière, bon, ils sont terribles. La flagornerie, c'est très compliqué et actuellement, les modèles sont encore plus flagorneurs. Dernier point, sinon arrache-moi le micro. Vous avez vu que quand GPT-5 est sorti, vraiment, après mon exemple, arrache-le-moi. GPT-5, c'est ultra performant par rapport à 4.0. Faire les études, c'est la folie. Pourtant, tout le monde a dit oui, mais rendez-nous 4.0, rendez-nous 4.0. 5 jours plus tard, OpenAI a rendu 4.0. Pourquoi ? C'est parce que 4.0, c'est flagorneur. Ouais. Ça veut dire que vous êtes beau, intelligent, et toutes les personnes qui ont des relations amicales amoureuses, avec version 5, ils ont essayé de limiter. Ils trouvaient que ça redevenait trop neutre. Trop neutre. Donc, si votre bagnole commence à vous parler, il faut consulter. Bien, si vous commencez à parler avec votre logiciel, comme 23% d'adolescents états-uniens qui ont des relations amicales, il faut discuter avec quelqu'un d'autre. Hein. Merci Marius de nous avoir fait sourire et réfléchir en même temps. J'aimerais passer la parole donc, à la personne qui est sur ma droite, Grégory Julien. Grégory, vous êtes directeur contrôle de gestion groupe de la société GIFMAR Offshore Service. Et Grégory, je me permets de vous poser une petite question. Certaines études montrent des taux d'erreur significatifs dans les IA utilisés en finance. Dans un métier fondé sur la fiabilité du chiffre, qui a été mis en avant par certains intervenants, comment peut-on gérer ce risque ? Le problème principal est-il vraiment l'IA ou la qualité des données ? Et je sais que vous avez donc n'hésitez pas à appuyer juste derrière pour vos slides. Merci. Merci beaucoup. Pas simple de passer après le précédent interlocuteur. Je me trouvais un peu pessimiste sur l'IA, mais finalement ça va, je me sens à l'aise finalement. J'avais peur d'être celui qui était le moins enthousiaste, mais ça va. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour moi. Pour répondre à votre question, par rapport à l'erreur que peut générer l'IA, avec toutes les limites cognitives que vous avez exprimées juste avant, il reste que le discernement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place les meilleurs systèmes que vous voulez. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, elle pourra vous afficher dans tous les cas des erreurs. Je vais en reparler juste après. Juste pour préciser un peu mon propos, donc il y a eu avant moi des personnages issus du monde de l'enseignement, des personnes qui travaillent chez Deloitte dans le consulting. Moi, je suis un pur produit de l'IAE. J'ai fait l'IAE de Paris en contrôle de gestion il y a une quinzaine d'années, et je fais du contrôle de gestion depuis une quinzaine d'années. J'enseigne également à l'IAE de Paris et pas à l'IAE d'Aix. Donc, je travaille dans le secteur bancaire, financier, dans l'InsurTech et maintenant depuis peu dans le maritime. Des écosystèmes où la data est relativement présente. Et mon propos va s'articuler autour de l'impact qu'a l'IA, de mon regard, dans le monde spécifique du contrôle de gestion. On a eu des regards très high level, je trouve, et très intéressants. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Là, l'idée, c'est vraiment de se recentrer pour les étudiants et les professionnels du chiffre, dont je fais partie, sur quel impact ça va avoir d'un point de vue opérationnel pour vous. Juste avant ça, encore une fois, un tout petit peu de contexte. Quand on parle de technologie ou qu'on parle d'IA, on a une tendance naturelle, en tant qu'être humain, à surestimer l'impact à court terme et à le sous-estimer à long terme. Je m'explique. Quand vous parlez d'IA avec des néophytes, j'entends des personnes qui ne sont pas on va dire, dans un environnement relié à la data, elles sont d'une autre, ils ont l'impression que dans 6 mois, la vie sera Minority Report et que tout aura changé. C'est faux. Les choses auront changé, mais tout n'aura pas changé. Par contre, quand vous leur dites d'ici 20 ans, la moitié des métiers, voire quasiment tous ceux qui existent n'existeront plus
et on ne peut pas vraiment imaginer ce que sera le monde dans 20 ans, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Ils n'ont aucun mal à se dire que tout va changer en 6 mois, mais s'imaginer que dans 20 ans ce sera le cas, c'est plus difficile. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est une vision évidemment de mon temps, une vision d'aujourd'hui, qui peut-être n'aura plus lieu d'exister dans 5 ou 10 ans, donc gardez-le en tête sur ce que je vais vous présenter. Je vais traiter l'IA dans le monde du contrôle de gestion à travers déjà 3 points qui sont les 3 limites que moi je vois à l'utilisation de l'IA dans ce métier. Donc je vais reprendre des éléments qui ont déjà été un peu dits mais que je vais recontextualiser. Donc le premier, c'est l'IA traite au mieux des données existantes quand elle ne les invente pas. Quand elle ne les invente pas, donc on parle d'hallucination, je ne sais plus qui a dit le terme, c'est quand vous le pratiquez au quotidien, ce qui est mon cas. Vous avez des IA, donc ChatGPT, Claude et d'autres, qui effectivement, à défaut d'avoir des données, quand vous posez une question, vont vous les inventer. Ça, c'est le premier cas qu'il faut bien avoir en tête. Donc, encore une fois, du discernement. Si vous avez 5 catégories et que vous affichez un tableau à 6 chiffres, avec une 6e catégorie, elle n'existe pas. Ce n'est pas vous qui vous êtes trompé. Je dis ça parce qu'en tant que professeur donc, à l'IAE de Paris, mes étudiants utilisent l'IA. C'est ce que je leur dis, vous pouvez l'utiliser, de toute façon vous le ferez quand même, mais relisez à 2 fois. Parce que l'IA va vous tromper. Dans les exercices que je donne, souvent c'est compliqué pour ces IA-là, en tout cas pour ChatGPT, donc je vois les mêmes erreurs revenir en permanence. Donc également, on avait parlé du cas de grands groupes, donc évoqué par mon voisin de droite. Je rappellerai qu'une large part de l'économie française dépend de PME et d'ETI. Et pour avoir travaillé dans une start-up qui faisait 9 millions et qui représente un petit peu, et encore dans la data, vous avez une entreprise à cette taille-là qui vit de fichiers Excel divers et variés. C'est très important puisque on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui de taille moyenne qui commencent à se poser des questions d'IA alors qu'elles n'ont pas rangé leur chambre. Mettre une IA quand votre finance dépend d'une myriade de fichiers Excel n'a aucun sens. Et quand on voit beaucoup d'études parler de l'implémentation de l'IA dans les entreprises, le corps économique français, c'est majoritairement des PME, des ETI. Donc quand on va bassiner des dirigeants de boîtes qui font, on va dire, 10 millions, 30 millions, 50 millions de chiffre d'affaires de mettre de l'IA tout de suite, il y a fort à parier qu'en fait, ils n'ont pas rangé leur chambre jusque-là et que ça n'aura aucun impact. Au pire, ça rendra n'importe quoi parce que l'IA vous répondra, malheureusement dans tous les cas. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, l'IA ne traite que ce qu'on lui demande dans la plupart des modèles. Je m'explique. C'est caricatural, mais c'est souvent l'exemple que je donne à mes étudiants. Demandez à une IA quel est le moyen le plus facile de gagner de l'argent, elle vous répondra une pyramide de Ponzi. Parce que c'est factuel. C'est vrai. C'est froid, mais c'est vrai. Précisez-lui comment gagner très vite de l'argent légalement. Là, la réponse va changer. C'est caricatural, mais ça représente bien que la plupart des erreurs qu'on peut trouver, malgré tout, se situent entre le clavier et la chaise. Dans le monde du contrôle de gestion, pour ceux qui, quand vous dépasserez le stade d'apprenti, de junior, et que vous commencerez un tout petit peu à progresser et à relever la tête, je dirais, des fichiers Excel, vous allez utiliser des fichiers Excel que d'autres ont fait pour vous, pour faire des modélisations, des budgets, des forecasts. On parle de beaucoup de rationnel. Je ramènerai aux travaux d'Herbert Simon qui parlent de la rationalité limitée. On est des êtres humains, des êtres émotionnels, et donc beaucoup de budgets sont faits parfois avec un niveau assez fort d'irrationnel. L'IA, dans les modèles qu'elle traitera, modélisera ce que vous lui demandez, il vaudrait mieux être assez spécifique, et de la façon dont vous lui demanderez. Un budget, un forecast, une analyse, vous prenez 10 contrôleurs de gestion, le même set de données, vous n'aurez jamais exactement les mêmes résultats selon les hypothèses. Donc, pareil, du discernement de la pertinence, de se dire, ok, j'ai une IA qui peut me traiter des fichiers Excel, qu'est-ce que je lui demande exactement ? Mon directeur informatique est au fond de cette salle, c'est lui qui a eu le courage de lever la main. On s'amuse régulièrement chez GIFMA à tester des prompts et en fait à les affiner parce que littéralement sur des demandes très similaires, de 2 personnes au profil similaire, eh bien l'IA ne va pas répondre la même chose alors que la question est la même. Donc on commence à obliger à ce qu'il y ait des prompts en amont de chaque compte en disant « je suis ça, je te le demande donc dans tel contexte ». Je vais prendre un exemple qui va être lié à mon 3e point qui est le plus important, c'est les erreurs, c'était votre question. Grosso modo, dans l'étude que je cite, qui est une étude de l'Université d'Auckland de 2025 sur l'impact des LLM dans le monde financier,
Donc je vous épargne un peu toute la littérature qui est autour de cette étude, mais grosso modo, elle dit 4 choses intéressantes. Elle dit les pires IA dans le monde financier, c'est 50% d'erreurs. Donc ça veut dire quoi 50% d'erreurs? Ça veut dire que sur 2 demandes que vous lui faites, il y a une réponse sur 2 qui est erronée. À voir ce qu'on appelle erronée, mais ça ne correspond pas à ce que souhaite l'utilisateur. Ça, ce sont les pires IA, c'est ce que vous avez en haut. La moyenne des IA, les erreurs, c'est 30%. Voilà. Donc quand vous avez une IA qui vous fait que 30% d'erreurs dans le monde financier, vous êtes content. C'est-à-dire qu'il y a eu du budget. Les meilleures IA, en 2025, ça a peut-être bougé depuis, c'était à peu près 20%. Ça veut dire quoi 20%? C'est pour se le spécifier, ça veut dire que quand vous avez Claude dans votre Excel, ce qui est mon cas, hein, ou que vous avez une IA avec qui vous conversez, toutes les 5 itérations, vous aurez une erreur. Une erreur toutes les 5 itérations. Dans le meilleur des cas. Donc, je vais vous donner un cas que j'ai rencontré cette semaine sur Claude, puisque Claude maintenant est accessible sur Excel. Nous, on vend des navires chez Gifmar, dans le maritime. Donc, on vend un navire avec un prix une journée. Et j'ai un fichier avec plein de navires. Et je me suis dit, tiens, ok, 2 scénarios, calcule-moi l'effet prix, donc le prix de mon navire à ma journée, et l'effet volume. Pour le volume, ce que j'ai fait, je vais demander, je ne vais pas donner le nombre de jours, mais le taux d'utilisation sur 2 mois. Donc c'est une bête multiplication de X% fois 28 ou 31 jours. C'était faux. 3 fois. 3 demandes, 3 fichiers, 3 fois. Encore une fois, là-dessus, et par contre, le total est bon parce que l'IA comprend que le total, la variation, c'est 100, et il va du coup recalculer, même s'il n'y arrive pas à l'effet volume et l'effet prix. Et quand vous dites, mais c'est faux, c'est pas la bonne formule, oui, effectivement, on pourrait également le faire comme ça. Quand vous avez d'expérience, vous vous rendez bien compte que ça ne veut rien dire. Mais c'est ce que vous disiez quand on démarre dans ce métier-là. Posez-vous la question, modélisez une fois sur Excel, à la limite, si vous avez la flemme de le faire. Dites-lui, calcule l'effet volume, l'effet valeur, l'effet mixte, comme ça, et applique-le uniformément à ce fichier. Là, vous allez diminuer votre nombre d'erreurs. Donc voilà, les 3 limites dans notre métier, ce sont celles-là. L'IA ne traite au mieux que ce qui existe quand elle n'invente pas. Elle ne traite que ce qu'on lui demande. Et l'IA se trompe. Et surtout, l'IA ne sera jamais responsable des erreurs que vous faites. On va vous virer parce qu'elle aura mis n'importe quoi. Moi-même, donc on en a parlé avec notre président en disant qu'on allait mettre de l'IA. Le jour où mon budget est faux, il n'en a rien à foutre de savoir que c'est ChatGPT qui l'a fait. C'est moi qui va virer. En tant que junior, on sait que vous avez été habitué à manipuler l'IA. On aura encore moins d'indulgence avec vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc l'IA fait des erreurs et elle n'en sera jamais responsable. Nous serons responsables de ces erreurs. Ça amène du coup pour moi à 3 conséquences directes dans le métier de contrôleur de gestion. La première, qui a été déjà un peu évoquée également, l'IA va se confronter aux mêmes problématiques que les outils de data qui existent déjà. ERP, EPM, BI, CRM, tout ce que vous voulez, à savoir la qualité des données et leur accessibilité. Ça ne la bloquera pas pour vous renvoyer n'importe quoi, contrairement à un EPM où vous allez avoir un problème, un message d'erreur, ou un ERP, comme je prends le cas d'Hyperion qui était un EPM que j'utilisais, vous avez des messages d'erreur, là il n'y en a pas. Mais en tout cas, elle va se confronter aux mêmes problématiques de rangement de la chambre. Si vos données sont à peu près rangées, vous aurez des choses potables. Si c'est mal rangé, elle vous renverra n'importe quoi, comme un ERP, comme un EPM. Pour ceux qui manipulent Power BI également, vous savez qu'une fois que vos bases sont bien rangées, même si elles contiennent n'importe quoi, vous aurez des résultats. Là, c'est x10, parce qu'en plus, vous n'avez pas accès à comment elle l'a calculé. Donc, rien de nouveau sous le soleil sur ça. Elle va se confronter aux mêmes problématiques. L'IA, et donc là-dessus, je vais reprendre ce qui était également dit avant, parce que parfois, je trouve que les discours souffrent d'angélisme sur ce sujet. L'IA achèvera de détruire les derniers emplois d'exécutants dans le monde de la finance. En fait, on peut pas... Enfin, j'entends que c'est que 15%. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de métiers donc, relatifs à la compta client, au compta fournisseur, c'est automatisable. Et donc, vous allez me dire, oui, mais Grégory, le contrôle de gestion, comment ça se passe? Alors, je vais reprendre le cas qui avait été également évoqué sur la typologie du contrôleur de gestion. Pour moi, il y a 2 contrôleurs de gestion aujourd'hui. Il y a celui, malgré lui, qui va devoir retraiter tous les mois un tas de données à la main pour produire un reporting à J+15 à peu près juste. Et il fait du reporting. Lui, s'il a fait ça pendant 15 ans et qu'il sait faire que ça, c'est fini. D'autres,
où déjà aujourd'hui, ils ont des outils performants, des EPM, des ERP qui tournent, de la BI, ils sont dans le prédictif. Ça veut dire qu'ils vont avoir des flash closing et des closing à J+2. Le reste du temps, ça va se poser la question de ce qui va se passer après. Évidemment, vous vous doutez bien qu'entre les deux catégories de contrôleurs de gestion, il y en a un, l'IA va pouvoir éventuellement accélérer son quotidien, le deuxième va mourir. La modélisation Excel comme un forcené est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de bon parce que ça reste un bon outil pour comprendre. Par contre, ce ne sera plus un outil pour faire un métier à temps plein. Vous devrez malheureusement vous en passer pour continuer ce travail. Ça pose aussi l'autre question, c'est, dans l'angélisme que j'entends, c'est oui, mais ça va créer des emplois. Oui, mais probablement pas autant. Hein. Par contre, la question, et donc je vais ouvrir le débat pour le milieu universitaire dans lequel on se trouve. Moi, j'ai une conviction profonde, après, peut-être que je me trompe, on verra dans 15 ans, c'est que dans 15 ans, on ne formera plus des contrôleurs de gestion, on formera des data analystes avec une spécialisation finance. Voilà, ça c'est mon point de vue. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Moi, quand j'étais étudiant, la compta, c'était le principal, l'analyse financière aussi, faire un bilan fonctionnel, etc. Aujourd'hui, j'entends avec plaisir qu'il y a des cours de Power BI, il y a des cours de Power Query, des cours de Python. Qu'est-ce qui empêche de s'imaginer dans 10 ou 15 ans que ces cours-là prennent la moitié du programme et plus un quart? Et donc, si on fait la moitié de notre programme, c'est du Python, est-ce qu'on est toujours des contrôleurs de gestion ou on est des data analystes spécialistes de la finance? Je laisse poser la question, mais voilà, moi, c'est une de mes convictions en tout cas. Troisième point, l'IA ne remplacera pas les métiers où une décision engage une structure ou une personne. Donc c'est une des bonnes façons de se poser pour moi la question sur est-ce que mon emploi est menacé? Si ce que vous produisez a pour unique but d'être produit pour lui-même, oui. Ça veut dire qu'un reporting pour un reporting, votre métier peut disparaître. Si ce que vous produisez a un impact sur une organisation ou sur une personne, il y a moins de chances de disparaître. C'est la notion anglaise qu'on appelle d'accountability. Si vous êtes accountable pour quelque chose, il y a peu de chances que l'IA vous remplace totalement. C'est en ça où je voudrais conclure par cette phrase qui pour moi résume un peu ma pensée en tout cas de ma fenêtre en contrôle de gestion sur l'IA. L'IA n'effacera ni les doutes ni les bonnes questions. Elle ne remplacera que ceux qui aujourd'hui ne s'en posent pas, qu'ils soient ou non contrôleurs de gestion. C'est pour reprendre un petit peu les propos qui avaient été dits avant moi. C'est tout pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai que ce mot accountable, c'est très difficile à traduire. Moi, j'avais passé beaucoup de temps et j'avais trouvé redevabilité quelque part. C'est peut-être cette idée. Et on va passer à la troisième partie de cette table ronde avec l'apport et le regard de la nouvelle génération. Et c'est ça qui nous importe le plus. Mais avec votre permission, je vous pose une toute dernière petite question sur WooClap pour leur donner un peu un point de vue de comment vous voyez, vous, dans 10 ans, le contrôleur ou la contrôleuse de gestion sera principalement quoi? Après, suite aux échanges qu'on a eus, à ce que vous avez écouté, entendu, comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va nous donner peut-être un petit point de départ pour la nouvelle génération. Alors, il y a encore plein de gens qui répondent, mais il y a 60% qui considèrent que ça deviendra un analyste stratégique, 35% un garant de la fiabilité des données, et après, quasiment personne dit que ce sera un architecte de modèle ou un superviseur d'algorithmes. Ben, merci beaucoup. Ça nous permet de passer à mesdames. Donc, vous êtes les deux délégués de classe de la promo de cette année du Master et du MSc en Finance, Contrôle de Gestion et Reporting, dirigé par Margit. Léonore da Silva Lopez, donc vous êtes en alternance en contrôle de gestion chez Onatera. Et puis vous, Clara Meheux, vous êtes en alternance également en contrôle de gestion, bien sûr, chez Synergie Family. Alors, mesdames, je voulais vous poser une petite question et après vous répondrez bien sûr ce qui vous convient le mieux. Dans votre pratique, l'IA vous aide-t-elle davantage à apprendre ou à aller plus vite? Peut-on analyser une donnée que l'on n'a jamais contribué à produire soi-même? Un peu en lien avec ce qui a été dit par nos invités. Et l'IA rend-elle le métier plus stratégique ou plus fragile? Alors bonsoir à tous.
Du coup, pour répondre à la première question, je pense que l'IA à l'heure actuelle est une machine dont on se sert énormément, c'est un secret pour personne, mais je pense qu'il y a plusieurs points positifs forcément et aussi plein de points négatifs. Dans un premier temps, je pense qu'on l'utilise énormément pour supprimer toutes les tâches dont on estime qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée pour nous ou pour le travail qu'on doit produire. Donc, notamment, résumer les textes, c'est tout bête, mais si on peut résumer le texte en 2-3 pages au lieu de 40, ça nous arrange. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte plusieurs fois que la source n'est pas tout le temps fiable, donc c'est bien aussi de préciser le prompt et de l'affiner. Donc ça, on en est bien conscient. Il y a également toute la partie apprentissage. Pour ma part, par exemple, dans la formation, on a été énormément formés sur Excel, tout ce qui est VBA, etc. et tous ces outils-là. Mais toute la partie, par exemple, codage sur le côté VBA, moi, dans mon expérience professionnelle, je me suis énormément formée grâce à l'IA. Et pour le coup, certes, il ne faut pas tout absorber sans jamais remettre en question les données qu'elle nous propose. Mais pour le coup, plus d'une fois, cet outil m'a permis de produire un reporting de qualité ou d'automatiser des tâches qui franchement étaient répétitives et redondantes. Donc de ce côté-là, je pense qu'en fait, il faut savoir évoluer avec cette machine. Il faut prendre en compte tout ce qui se passe autour et tous les changements, mais il faut aussi garder cette partie, un peu cette conscience professionnelle et éducative où il faut rester conscient de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ça c'est extrêmement important parce qu'il faut un objectif derrière, sinon on se perd. Et surtout, garder le côté humain, réflexion et savoir remettre en question ce qu'elle nous propose et pas seulement absorber les données et les reproposer après par la suite. Et du coup, pour ma part, forcément avec la table ronde et la préparation de la table ronde, je me suis énormément interrogée. Pour répondre à la première question aussi, moi je me suis aperçue vraiment de l'utilité de l'IA et de sa puissance quand il y a un collaborateur dans notre équipe qui est parti et qui avait des vraies compétences qu'il lui avait acquis grâce à ses recherches, à des heures passées, etc. sur la modélisation, le codage, les avancées sur Power Query, sur Power BI et aussi sur le VBA. Et il est un petit peu parti soudainement et donc du coup on n'a pas été nous on n'était pas forcément formés dans l'équipe pour récupérer toute cette compétence là et on n'est pas très nombreux du fait moi je suis dans une structure aujourd'hui relativement petite et en fait l'IA moi a été vraiment une aide afin de reprendre toutes les missions que cette personne a laissées et parce qu'on avait quand même un délai assez imparti un délai très rapide finalement pour reprendre l'ensemble de ces missions là. Et là, ça devient assez complexe parce que c'est un domaine dans lequel on n'est pas vraiment effectivement rentré. Nous, on commençait tout juste à rentrer dedans à l'IAE. Mais donc du coup, déjà, effectivement, sur ça, l'IA, ça a quand même une vraie puissance parce qu'on acquérit des compétences assez rapidement. Effectivement, comme l'a dit Léonore, à toujours remettre en question. Ce qui, moi, m'a d'ailleurs donné un bon point, c'est que ça m'a encore plus... poussé à contrôler les automatisations que je faisais et les différents fichiers que j'amenais dans l'entreprise. Néanmoins, du coup, en préparant cette table ronde, ça m'a aussi énormément interrogée sur mes craintes de l'IA, en lisant aussi les prompts de toutes les personnes aujourd'hui présentes, puisqu'on a énormément parlé lors des préparations de cette partie on devient contrôleur de gestion seulement analyseur et plus producteur de chiffres, parce que effectivement toutes les missions à valeur faiblement ajoutée pourront être automatisées, mais je trouve qu'on a un petit peu grossi le trait puisque effectivement moi aujourd'hui dans une structure qui est encore très petite et qui a énormément d'activités, si demain j'étais arrivée dans un monde qui était complètement automatisé, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à m'adapter et à comprendre ce qui se passait dans cette association, parce que c'est une association. Et finalement, ça m'a énormément aidé, moi, de mettre les mains dans ce qui se passait, hein, c'est un peu le mot. Et je me suis vraiment interrogée sur le fait si j'avais pas été productrice de ces chiffres-là, est-ce que mon analyse aurait été aussi bonne ? Je ne sais pas. Et est-ce que mon analyse a été aussi rapide ? Je ne pense pas non plus, parce qu'il y a vraiment énormément d'interrogations sur tout ce qui se passe en amont de cette analyse et de comment ça se passe, comment ça provient. Moi, je me rappelle quand même que quand j'ai fait la connaissance du métier du contrôleur de gestion, grossièrement, on me l'a vendu comme
On doit aller récupérer les informations, interroger le plus de monde possible pour connaître l'activité de l'entreprise, récupérer ces données, transformer ces données et ensuite les travailler pour pouvoir les lire et aider à la stratégie et à la direction et au pilotage de l'entreprise. Donc finalement, c'est vrai que sans, pour moi, la base même du contrôleur de gestion, c'est aussi un petit peu encore de produire, de réfléchir et d'aller chercher. Et si l'IA prend effectivement cette place aussi énorme, je m'interroge vraiment sur notre qualité d'analyse et sur notre délai d'analyse. Voilà. Super. Vraiment, c'était très agréable à entendre nos étudiantes. Donc là, moi, j'aurais aimé pouvoir passer la parole une dernière fois autour de table. Quelle serait la compétence à vos yeux, mais vraiment très rapidement, la compétence majeure à développer par un contrôleur, une contrôleuse de gestion aujourd'hui, après s'être écoutés les uns et les autres? À votre avis, ce serait quoi? Et une fois qu'on aura dit ça, j'aurais aimé passer la parole à la salle pour 2-3 questions. Il nous reste encore quelques minutes avant d'aller à l'apéro. Je sais. Juste quelques minutes. Armand, à votre avis, c'est quoi la compétence principale? Et puis, si vous voulez faire une réaction, avoir une réaction suite à ce que vous avez entendu, vous étiez le premier. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites après vous. Pour moi, la compétence principale, c'est de pouvoir exercer son jugement et ne pas faire confiance aux outils ou peu importe comment on les appelle, et continuer à apprendre pour pouvoir être toujours l'humain qui va remettre en cause le résultat. Et pour ça, il faut avoir donc la tête bien faite, plutôt que d'apprendre à faire des prompts. Apprenez d'abord à analyser, etc. Voilà, donc, et c'est pour ça que ceux qui préfèrent, encore une fois, faire des formations courtes, apprendre la technique, ces techniques-là, elles vont disparaître au bout de quelques mois, etc. Donc il faut vraiment être agile dans sa tête, plus qu'autre chose. Voilà. Excellent. Oui, suivante. Ouais, non, peut-être... Marius, c'était une question simple, précise, straight to the point. Droit au but, comme on dit par ici. Je cite une étude pour le plaisir et je réponds d'un mot. L'étude faite par Microsoft et Université Carnegie, Lee et al. 2025, montrait que plus vous utilisez de l'IA, plus vous perdez en esprit critique. Bon, donc c'est le problème du discernement, c'est que oui, il en faut, mais une nouvelle fois, plus on utilise des systèmes qui pensent à votre place, moins vous êtes capable de penser. Je dirais, alors, je serais bien mal placé pour vous donner des conseils sur les contrôles de gestion spécifiquement, moi je n'y connais que dalle, mais de manière générale, moi je vous dirais l'abnégation, l'envie de se faire mal, l'envie d'avoir envie, comme disait l'autre. C'est la capacité de se dire là, je ne maîtrise pas, ça va me prendre 3 heures, je vais me coucher à minuit. Oui, je pourrais le faire en 10 minutes avec ChatGPT, mais je vais me coucher à 3 heures du matin parce que plus personne est capable de faire ça. Donc au royaume des aveugles, le borgne est roi. Donc mon seul point, ce serait être capable de faire du sac de frappe, de faire ses gammes au piano, de faire des tâches qui ont l'air nulles, mais c'est comme ça qu'on s'élève. Est-ce que si c'était facile d'avoir une Lamborghini, un physique de folie, être charmeur avec les dames et la liste est longue, tout le monde le ferait. Encore une fois, aujourd'hui, je vois une dégradation totale de l'abnégation, de la capacité de travail. Parfait. Donc l'abnégation. On a vraiment... totalement capté. Marcel, puisque tu es à côté, vas-y. Ouais, alors, moi, je reste sur le métier, donc c'est ça le plus important, et le métier qui évolue. Donc c'est clair qu'il faut suivre qu'est-ce qui se passe avec l'IA. Alors moi, je dois être un peu cognitivement déformé ou pas correct, quoi. Donc moi, je trouve que l'IA, je la sers tous les jours pour mon boulot, et... donc toi tu dis ouais, je reste jusqu'à 3 heures du matin pour faire un truc parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors moi je préfère rester jusqu'à 6 heures, utiliser l'IA et puis après aller courir dans la nature et puis profiter de mon temps libre. Très bien. Alors peut-être Grégory ou Harry. Allez. C'est pas très glamour si je réponds les maths, mais c'est quand même un peu ce que je pense. C'est-à-dire que le niveau en maths, quand même, c'est un métier où c'est quand même différenciant. Mais pour pas froisser personne, je dirais l'abstraction. Être capable de raisonner de façon abstraite et un peu de pragmatisme, ça fait pas de mal non plus.
Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais la capacité à comprendre le business, et donc ça revient aussi sur le côté de ne pas nécessairement faire confiance, apprendre à comprendre. Et par contre, là où je suis tout à fait d'accord, et personnellement, je le vois aussi déjà dans beaucoup d'évolutions de profils, c'est que le côté scientifique, aujourd'hui, on a de plus en plus de profils ingénieurs et scientifiques qu'on retrouve autour de ces métiers-là. Les contrôleurs de gestion, et moi je suis non pas de l'IAE Paris, non pas de l'IAE d'Aix, mais celui de Lyon. D'accord ? C'est sûr que dans les profils, on avait une ligne pour devenir contrôleur de gestion. Moi, je l'ai même été au début de ma carrière. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de profils scientifiques. Et alors, mesdames, à votre avis, quelles sont les compétences principales ? La compétence principale. Moi, j'aurais dit la curiosité. Ce qui est beaucoup arrivé, lorsque j'ai lu aussi tout ce qui a été dit, parce que je ne connaissais même pas les termes de IA prédictive, IA agentique. Et en fait, je pense que ça m'a énormément interrogée aussi, parce que je me suis dit que finalement, on est vraiment effectivement une génération pour qui nous, ça est arrivé un petit peu dans notre rituel et dans nos routines finalement. Et on s'est finalement, nous, notre génération, effectivement, peu interrogée, malheureusement, sur ce qui se passe derrière l'IA. Et on l'a intégré d'une manière un petit peu facile, parce que c'est ce que ça a été rendu. Alors, pas un outil, une machine qui a été rendue facile d'utilisation. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est très peu interrogé sur ce que ça représente derrière, et qu'il manque encore peut-être un petit peu de curiosité de notre part pour savoir qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a derrière, et le pourquoi on le fait et pourquoi on l'utilise. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, pour les contrôleurs de gestion de nos jours, il faut impérativement être capable de s'adapter, parce qu'il faut prendre le changement en cours de route, sinon on se fait vite dépasser, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve sans aucun temps pour se former, et c'est là qu'apparaissent les plus grosses erreurs. Donc l'adaptabilité, et aussi il faut impérativement qu'on garde notre expertise. Donc c'est pas parce qu'une tâche est automatisée qu'il faut perdre le savoir-faire, et donc il faut qu'on soit capable de remettre en question tout ce qui est produit, peu importe le logiciel, peu importe la machine, peu importe la personne qui nous remonte l'information. Donc voilà. Merci beaucoup. Ouais. Donc le contrôle de gestion augmenté ne sera pas celui ou celle qui utilise le plus l'IA, mais celui ou celle qui exerce son jugement, son esprit critique, son discernement et son abnégation, qui connaît son métier et son évolution, qui a un haut niveau en maths et en raisonnement abstrait, capacité à comprendre le business et à garder l'expertise et à rester curieux et adaptable. Voilà. Y aurait-il 2-3 questions brûlantes de celles où vous restez à une grosse frustration, ou est-ce qu'on passe les questions comme pendant le buffet? Oui, il y en a quand même une, parce que il faut qu'on gère la frustration, vous savez. C'est pour vous là-haut? Je vous laisse passer. Bonsoir. Merci. J'ai une question concernant tout ce qui est tâches d'élaboration des budgets. En fait, en se basant sur l'IA, comment est-ce qu'on peut faire de la prédiction, puisqu'il y a à la fois des facteurs qui sont internes et d'autres qui sont externes à l'entreprise. Sur quelles données de base en fait l'IA se focalise pour faire de la prédiction? Parce que en fait, je pense par exemple à l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc aujourd'hui, on part plutôt sur des solutions de type copilote, où en fait il y a un peu un compartimentage des données pour justement des soucis de confidentialité et de sécurité de la donnée. Donc en fait, en ne bénéficiant que de cette donnée en interne, on peut bien évidemment donc analyser de l'historique, mais comment est-ce qu'on peut identifier des tendances? Moi, c'est vraiment ma question de comment est-ce que l'IA donc génère de la prédiction en ayant accès à que des informations internes de l'entreprise. Très bien. Alors, c'est vrai que moi, je reprécise quelque chose parce que j'ai souvent entendu Claude, copilote, etc. Moi, je ne suis pas un fan d'utiliser ce type
je dirais, d'IA, d'accord, pour travailler autour de données confidentielles, etc. Donc moi, je parle d'IA autour d'outils EPM, donc qui sont avec vos données. Vous pouvez importer des données éventuellement externes, de marché, etc. Mais ça va pas sur le net ou ça va nulle part. Donc les notions de biais, d'accord, elles sont déjà beaucoup plus limitées. Donc quand on parle de taux d'erreur de l'IA, on parle des IA classiques type ChatGPT et autres. Ça ne veut pas dire que les modèles sont parfaits dans ce qui est collé autour des EPM, d'accord, des solutions classiques justement pour pouvoir construire les budgets, qui sont utilisés par des entreprises de toute taille, même si ça représente aujourd'hui, on parlait de la solution Pigment par exemple, c'est une solution française et qui est utilisée par énormément de startups. Et leur premier marché au départ, c'est des startups. Ce n'est pas du tout des grands groupes, parce que les grands groupes, ils préfèrent rester sur des solutions beaucoup plus établies sur le marché et ils n'ont pas envie de prendre un risque avec un éditeur qui était éventuellement plus petit. Donc, vous avez raison, c'est l'historique. Mais on l'a utilisé avant. Ceux qui faisaient le plus de maths, accessoirement, c'est dans le monde bancaire, assurantiel, etc. C'était les actuaires. Les actuaires, c'était une forme, on va dire entre guillemets, de modèle mathématique pour essayer de prévoir l'avenir. Aujourd'hui, collé à ce type d'outils, c'est exactement au final les mêmes approches. On se sert de l'histoire, on se sert de données externes, etc. pour mieux modéliser ce que votre tête, au final, fait aujourd'hui dans un Excel ou ailleurs. D'accord ? Voilà. Et tous ces outils-là vont continuer de se développer. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne révolutionne pas. J'avais été cet échange avec des directeurs financiers. Au départ, j'avais été un peu provocateur. Je parlais de révolution. Et là, ils me sont tous tombés dessus en disant non, aujourd'hui, c'est une évolution. D'accord ? C'est pas une révolution, c'est une évolution. Bon. Par contre, dans le temps, et là, on en revient sur le long terme, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, à ce moment-là, tous ces modèles-là, ils seront beaucoup plus matures. Et ils vont aider, non pas à construire un budget, parce que plus tard, vous n'aurez plus de budget. D'accord ? Aujourd'hui, il y a déjà des entreprises, vous allez dans le monde anglo-saxon, on ne fait plus de budget. Dans beaucoup de boîtes. Parce qu'avant tout, aujourd'hui, le budget en France, ça sert à rémunérer les dirigeants. D'accord ? Et à chaque fois, dans une boîte, quand vous voulez le supprimer, on a un problème, c'est au final comment on rémunère les dirigeants. Moi, je vais faire peut-être une réponse pour faire plaisir à ces dames, parce qu'elles aiment bien apprendre des termes techniques. Donc, en fait, pour à la fois avoir accès aux données externes, comme la météo, si vous vendez de la glace, mais aussi pouvoir faire des prévisions sur l'historique interne, mais il y a des outils. Et on parlait de LLM, donc on peut utiliser ChatGPT, etc., donc des outils qui vont chercher les données à l'extérieur. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on est allé voir à l'extérieur, on revient en interne et il y a les outils qu'on appelle RAG, R-A-G, qui permettent de travailler uniquement sur les données internes. Donc en mettant à la fois des LLM ouverts et du RAG fermé, eh bien, on atteint normalement ce qu'on souhaite. Un dernier point pour répondre à votre question, c'est quand on parle d'éléments externes pour prévoir, la question, c'est pas de savoir comment on peut les intégrer, c'est qu'est-ce qu'on intègre. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer le nombre de feuilles qui tombent en automne pour savoir si l'état des rues fera que vous pourrez conduire plus vite si vous êtes par exemple G7. Est-ce que c'est pertinent ? Pas du tout. Donc en fait, je pense que la première chose avant de se dire dans mon budget que je peux automatiser avec un EPM ou avec ce qu'on veut, c'est de se dire s'il y a des éléments qui sont exogènes à mon entreprise, quels sont les plus pertinents ? Nous, chez GIFMA, dans le maritime, donc évidemment, la météo a son importance. On pourrait en imaginer d'autres, mais si vous avez un secteur où vous n'avez pas de facteur exogène marquant pour votre budget, que vous ne pouvez même pas citer de tête, ne cherchez pas à en créer. Si vous, par contre, normalement, dans votre secteur, si vous les connaissez, là, la question d'après, c'est OK, le nombre de feuilles m'importe, on le calcule à la main tous les ans, comment est-ce qu'on peut l'automatiser ? Il faut prendre, je pense, le problème à l'envers. Une toute dernière. Vous allez voir, ça risque de vous intéresser. J'ai découvert récemment dans la presse l'IA Mantic, la jeune pousse, la start-up, la jeune pousse Mantic, qui a une IA qui sert à faire des prédictions. Est-ce que la banque Revolut va avoir telle accréditation ? Est-ce que la guerre en Ukraine va se passer ça, etc. Il y a une compétition à l'échelle mondiale
pour les humains, où il y a 500 personnes, les meilleurs prévisionnistes du monde, qui se réunissent. Je crois qu'ils font 60 prédictions et des mois plus tard, on voit ce qu'il en est. Eh bien, le dernier modèle de Mantic, il a été classé 4e sur 500. Et en termes de moyenne sur les prédictions, il est meilleur que les êtres humains. Donc là, pas pour un budget d'une seule entreprise, mais on commence à avoir des modèles, moi ça m'a scié, capables de lire le monde. Derrière, c'était un mélange de Claude, de ChatGPT, tout n'était pas dit bien sûr, mais on commence à avoir des systèmes qui permettent de prévoir la météo, la vente de glace et ce genre de choses. Là, en tout cas, je pense que pour des stratèges, c'est pas inintéressant. Mais ça va quand même les anémier dans leur capacité à faire des prédictions qui se reposent sur la machine, bien sûr. Ben, il ne nous reste qu'à vous remercier vraiment pour votre présence. De remercier à ce panel d'intervenants de très grande qualité.